Donc je donne la parole à Monsieur Bélier. Merci. Oui, je crois qu'on peut les applaudir. Alors, je suis ravi d'être là et très honoré de pouvoir vous présenter le fruit de mes multiples expériences. Et je remercie effectivement tous les membres bénévoles de la foire parce que je trouve que c'est un lieu assez extraordinaire et unique, un moment unique. Et je suis arrivé il y a maintenant 17 ans en Alsace. À l'époque, ça avait lieu à Rouffach. Et c'était un endroit extraordinaire où je découvrais des livres, j'écoutais des conférences absolument incroyables. Et j'ai la chance et le plaisir de pouvoir aujourd'hui partager beaucoup de choses avec vous. Et tout cela, on le doit à tous ces bénévoles qui s'activent depuis des mois, depuis des années, et puis qui sont à fond sur cette foire, qui sont peu visibles souvent, mais très efficaces. Donc je les remercie vraiment. Voilà. Donc je vais vous parler des émotions qui sont pour moi un moteur possible d'une transformation à la fois individuelle et collective. On a tous tout le temps des émotions et quand on vient à la foire, il y a des tas de sujets qui réveillent des émotions. La conférence juste avant parlait de Fessenheim et ça rappelait comment en 40 ans, où tous les déboires qui avaient eu lieu par rapport à Fessenheim, et c'est un sujet qui réveille une émotion, une peur. Et qu'est-ce qu'on fait avec une telle émotion? Qu'est-ce qu'on fait face à la peur que réveille le nucléaire? Pour l'instant, on a un choix, souvent c'est le déni, on ne veut pas s'en occuper, on ne veut pas en entendre parler. Alors si vous êtes là, c'est que souvent ce sont des sujets pour lesquels vous êtes prêts à entendre parler, mais beaucoup de nos concitoyens n'ont pas envie d'écouter parler des dangers du nucléaire et préfèrent ne pas ressentir ce que ça fait, cette peur du nucléaire. Et donc les émotions, c'est quelque chose qui me paraît fondamental parce que ça nous touche au quotidien, dans des actes habituels de la vie, et en même temps ça touche des grands sujets collectifs pour lesquels on n'a pas forcément des réponses faciles et pour lesquels on a besoin de se mobiliser. Donc je vais aborder ce sujet-là à partir de ma pratique personnelle et professionnelle, qui est l'écologie intérieure. C'est le métier que j'exerce actuellement, qui n'est pas un métier connu. On pourrait dire que je suis psychopraticien. En fait, l'écologie intérieure, c'est un ensemble d'outils qui permet d'accompagner les personnes qui sont en difficulté, ou celles qui vont bien mais qui ont envie d'aller plus loin. Et c'est c'est ces outils-là dont je parlerai par moments qui permettent d'approcher, d'appréhender les émotions d'une manière différente et plus fluide. Je vous en prie, rentrez. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore. Il y a peut-être de la place si vous venez par là. Sur les tables devant, si vous voulez. Il y a encore une place là, une place devant. Bon. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même me présenter parce que je suis pas. Il y a plein d'amis à moi qui me connaissent, mais il y en a plein d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je voudrais quand même dire 2 mots sans m'étaler et sans raconter toute ma vie. Mais il me semble important que je me présente. Et vous voyez un peu qui je suis et un peu mon parcours. Et je vais commencer par justement faire le lien avec ce qui s'est passé, avec la conférence d'avant. Pour moi, il y a eu un moment important dans ma vie, c'est quand j'avais 15 ans. Il y en a plein, mais celui-là, il est particulièrement important. C'est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Moi, j'avais 15 ans, c'était en 86. Et mon père avait un compteur GGR. On l'a mis en route, on a remis des piles et moi, j'ai commencé à mesurer les flaques d'eau tous les jours. Puis au début, les flaques d'eau avaient une radioactivité normale à 15 coups par minute à peu près. Donc vous voyez un appareil qui mesure les coups, c'est 15 coups toutes les minutes. Bon, c'est normal, c'est pas effrayant, tout va bien. Et puis un matin, sur une flaque d'eau, il y avait 70 coups par minute. Là, j'ai eu peur. Parce que je ne sentais pas le nucléaire, je ne le voyais pas, je ne sentais pas la radioactivité. Et l'appareil commençait à lui s'affoler. Alors j'ai refait les mesures et c'était effectivement 70 coups par minute. Puis dans les jours qui ont suivi, c'est monté à 180 coups par minute. Là, c'était effrayant, parce que l'appareil, il était plus de 10 fois ce qu'il aurait dû faire. Et ce qui était d'autant plus effrayant à 15 ans, c'était de voir les médias qui racontaient que tout allait bien. J'étais dans le sud de la France, à Valence, où depuis a été créée la CRIRAD. Et tout allait bien. Et la radioactivité n'était pas là, et moi j'avais le compteur qui s'affolait. Et là, c'était ce que j'appelle aujourd'hui un éveil, c'est-à-dire une révélation d'un mensonge, et que ce que je pensais être bien ordonné, c'est-à-dire que des autorités bienveillantes et compétentes ne l'étaient pas sur ce sujet-là.
Donc ça, c'est un événement qui a réveillé une grande peur, mais aussi une profonde colère que j'ai toujours, mais qui sert à quelque chose. Et beaucoup d'entre vous, de militants qui sont sur la foire ou de conférenciers, sont habités par cette énergie-là, qui est une énergie, on verra, qui est saine parce qu'elle permet d'agir et de transformer le monde. Moi, en tout cas, elle m'a poussé, elle m'a donné envie d'avancer pour transmettre l'information de ces dangers, justement, du nucléaire. L'autre événement de ma vie, sont racontés tous sur ma mère, mais c'est justement avec elle, c'est qu'elle recevait toujours du monde à la maison, il y avait toujours des gens qui venaient pour discuter avec elle et parler. Et moi j'avais 10 ans ou 8 ans, je les écoutais parler, ils avaient tous des tas de problèmes, des tas de difficultés. Et je me dis, mais c'est quoi ce monde d'adultes où ils ont tous des problèmes? Quand on est enfant, on n'en a pas, tout va bien, il n'y a aucun souci. Et je me dis, mais il va falloir vraiment les aider, ces gens-là, tous ces adultes, tous ces humains qui souffrent. Et je pense qu'au fond de moi, une fois devenu adulte, j'ai commencé à avoir des problèmes, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai cherché à les résoudre. Et ces deux éléments-là sont un peu un fil directeur de ce qui m'a animé. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment essayer de comprendre ce qui se passe au fond de nous en tant qu'être humain et qui fait qu'on peut vivre des difficultés, comment est-ce qu'on peut les transformer et comment justement en tant qu'être humain est-on obligé d'avoir tous ces problèmes, ou en tout cas qu'est-ce qu'on fait avec. Voilà, pour me présenter sur un aspect très personnel. Après, de manière plus factuelle, j'ai été effectivement 20 ans professeur d'histoire-géographie. J'ai un de mes anciens élèves qui est juste devant moi. Donc j'ai pas trop dû, il y en a d'autres qui sont plus loin. J'ai pas trop dû les traumatiser, j'espère. En tout cas, il y a d'anciens collègues qui m'ont vu débuter. Il y a Materne qui est là et à qui je dois beaucoup parce que j'ai découvert que l'enseignement tel qu'il était proposé ne me convenait pas. Et heureusement que j'ai eu des points d'appui comme lui, où on a créé d'autres choses, qui étaient toujours des alternatives, qui étaient plus intéressantes que ce qui se faisait au cœur même de l'histoire géo que je devais raconter avec les notes. Et en fait, très vite, dès la première année, je me suis rendu compte que ce métier tel qu'il était fait n'allait pas me convenir. Je me rappelle avoir donné un contrôle à des élèves de 5e, et puis je les voyais essayer de tricher. Je disais, non, il ne faut pas tricher, arrêtez. Et je me disais, mais je suis en train de faire quoi? Ils sont en train d'essayer de s'entraider, ils veulent coopérer, et moi je suis en train de les empêcher de coopérer. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Voilà. Et j'ai pas arrêté. Et j'ai essayé, donc j'ai cherché des alternatives par rapport à l'éducation. J'en ai amené dans le lycée où je travaillais. J'en ai amené moi-même aussi parce que j'ai continué du coup à cheminer, à me former dans tout ce qui était thérapie, psychothérapie, pour essayer de m'alléger de mes propres souffrances, de mes propres difficultés, mes problèmes, pour arriver à être plus fluide. Mais au bout d'un moment, le chemin faisant, j'ai senti que pour moi, il était important d'amener autre chose aux humains que simplement, c'est à côté, des cours d'histoire-géographie classiques. Voilà. Même si ce n'était pas forcément toujours classique, me semble-t-il. Voilà. Un autre événement, enfin un élément important, c'est donc, je vous l'ai dit, j'ai suivi énormément de formations de psychothérapie, dont une formation assez longue de 7 ans en parallèle de mon métier de prof de thérapie psychocorporelle qui m'a beaucoup appris. Et puis je suis allé beaucoup expérimenter dans tout ce que je pouvais trouver pour comprendre justement comment fonctionnait le psychisme humain. Parce qu'à chaque fois que j'explorais les mécanismes humains, je me demandais mais comment ça marche? Comment ça se fait qu'on part d'un traumatisme, d'une souffrance, et comment est-ce qu'on arrive à la guérir? Comment ça se passe? Comment ça marche? Et donc ça, c'était un de mes fils conducteurs, celui que j'avais déjà quand j'étais enfant, mais il ne m'a pas lâché. Et j'étais le premier expérimentateur. Souvent, c'était moi-même, mes propres enfants ou mes proches. Je pouvais voir si ça marchait, quel effet ça avait. Et puis, un autre événement important pour moi, il est beaucoup plus tardif et il va me structurer dans une curiosité insatiable. Et il va me permettre de sortir d'une vision très matérialiste du monde que j'avais, ou très scientiste. Ça se passe à Casablanca et je me réveille en pleine nuit parce que j'ai vu quelqu'un mourir dans mon rêve. J'ai vu un corps décharné, et de ce corps décharné, quelque chose partait, et je me suis réveillé et je pleurais. J'avais aucune raison d'être déprimé à ce moment-là, j'étais très heureux de ce que je vivais, mais je pleurais. Et ça a duré 10 minutes. Et j'étais effondré intérieurement, comme quand quelqu'un meurt et qu'on est triste. Et le matin, j'ai appris qu'effectivement, dans la nuit, quelqu'un qui m'était proche, il s'appelait Jean Boucher, et il venait de mourir d'un cancer. Et je savais qu'il était malade, qu'il avait un cancer, mais je ne savais pas qu'il était en phase terminale. J'étais à 2000 km, ma mère ne savait pas qu'il était en phase terminale. Et ce jour-là, j'ai dit, il y a sûrement d'autres choses au niveau connaissance que ce que j'ai appris à l'école au niveau scientifique. Il y a des phénomènes inexpliqués, ça m'intéresse, je vais creuser. Donc j'ai cherché, et il y a effectivement plein de choses qui sont très intéressantes,
qui sont tout à fait validées par plein de gens. Je parle aujourd'hui de cette expérience comme une NDE, une expérience de mort imminente, Near Death Experience, à distance, sans avoir eu besoin de mourir. J'ai vécu une mort, le départ de quelqu'un. Et en fait, il y a plein d'humains qui vivent ça. Simplement, c'est pas encore dans les mœurs ou les habitudes dont on parlait, c'est en train d'arriver de plus en plus. Et pour moi, ça structurait à la fois le fait qu'il existe des choses qu'on ne comprenne pas, qui ne sont pas encore expliquées, et puis le fait, de l'autre côté, qui est tout le côté militant, les questions d'éducation, les questions de thérapie, puis les questions de nucléaire, par exemple, les grands enjeux sociétaux. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler maintenant, de vous partager, c'est comment on fait avec tous ces éléments-là, comment on peut œuvrer ensemble à une transformation collective de soi et du monde, avec quels outils et comment. Voilà. Donc, j'ai pas de diaporama, j'en ai fait plein toute ma vie de prof, et je vais décider que là je faisais une pause. Donc vous n'aurez pas de jolis diaporamas, je sais faire, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir écouter simplement et qu'il n'y en a pas forcément besoin. Alors le premier point que je vais aborder, c'est la question de pourquoi est-ce que les émotions, c'est un élément aussi important dans nos sociétés. Parce que jusqu'à présent, on a deux façons d'aborder les émotions. Soit, je vous ai dit tout à l'heure, on n'en veut pas, on fait un déni, on les refoule, on ne veut pas les sentir. Soit, au contraire, on est complètement identifié, on est pris par les émotions et on défoule nos émotions. Et on a que pour l'instant, enfin, tout le monde n'a pas que ces deux-là, mais globalement, l'humanité s'est constituée sur ces deux volets-là. Soit on refoule ses émotions, on ne veut pas les sentir, et on va se rendre malade, parce qu'on va se crisper, le corps va s'affaiblir, parce qu'on ne va pas sentir ce qui se passe en nous. Et ça crée un monde de robots. Et derrière ce monde de robots, vous avez tout le courant transhumaniste qui est derrière, qui propose de remplacer des organes ou de changer les yeux ou des choses comme ça. Ça vous dit peut-être quelque chose, le transhumanisme. Mais ce monde de robots, c'est un monde qui refuse de sentir ce qui se passe en soi, qui refuse de sentir les réactions naturelles de l'être humain. Puis l'autre côté, qu'on n'aime pas non plus parce que ça mène à des guerres et à la violence, c'est se laisser emporter par les émotions et se laisser mener par elles. Et on voit combien ça mène à des guerres, à des conflits. Alors au sein de nos propres familles, souvent on se laisse emporter et on tape nos enfants, on crie sur nos conjoints. Il y a une femme tous les 2 jours qui meurt sous les coups de leur conjoint. Enfin, c'est des situations dramatiques. Et donc, à mon sens, il existe une autre voie possible que ce refoulement et ce défoulement. Et c'est ça qui me paraît intéressant et que je vais vous expliquer comment faire pour éviter ça. Parce que dans un cas, on va dans une guerre, dans la violence, et dans l'autre, on tombe dans la maladie. Et puis derrière la maladie, quand on refuse de sentir, ça passe souvent par des dépressions ou ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. On n'en peut plus de faire ce qu'on fait et à un moment donné, le corps lâche. Il dit ça suffit. Et les gens s'arrêtent brutalement, effondrés. Et c'est tout ce refoulement émotionnel-là, tout ce qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas voulu sentir, qui remonte. Voilà. Donc ça, c'est l'importance des émotions, elle est là. Deuxième point, c'est comment ça fonctionne les émotions. Parce que tout le monde connaît le sujet. Je pense que peut-être je vais enfoncer des portes ouvertes pour certains, peut-être ça sera nouveau. Enfin, vous verrez bien. La question du fonctionnement émotionnel est assez simple. Chaque fois qu'on vit une émotion, en fait une émotion trop forte, qui nous prend, où on ne sait plus quoi faire avec, où on est mal, c'est une surréaction émotionnelle. C'est une émotion en réalité qui vient du passé, et enfin c'est pas une émotion qui vient du passé, c'est une émotion qui est activée par la situation dans le présent, mais qui est surjouée, suractivée parce que ça nous rappelle quelque chose du passé, qu'on a oublié, un événement qu'on a vécu qui a été oublié. Donc c'est le point fondamental à retenir, c'est que quand moi je vis une émotion, je me rappelle que cette émotion, c'est quelque chose qui est cérébralement dans mon cerveau, qui est présente, et elle vient réactiver quelque chose de mon passé. Elle n'est pas réellement liée à la situation. L'émotion, c'est très court, c'est quelques instants. Je vais prendre un exemple très basique, je suis dans la rue, il y a une voiture qui manque de m'écraser, j'ai une réaction émotionnelle de peur, mais avant même de sentir l'émotion, une partie de mon cerveau a déjà réagi et m'a fait sauter de côté. J'ai peur après, je ressens la peur de tout l'effet de toute l'adrénaline que j'ai eue. Sauf que dans plein de situations, dans des relations, dans des situations par exemple comme face au nucléaire, on va vivre une émotion. Mais notre réaction est toujours liée à ce que notre cerveau a vécu depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant. Donc la plupart de nos mémoires, enfin toutes nos mémoires, viennent de notre enfance ou de la gestation, ou de la naissance, qui sont des moments souvent qui peuvent être traumatiques, ou de l'enfance.
Voilà. Et tous ces moments-là vont constituer notre façon d'être au monde. C'est-à-dire que les moments de notre enfance, de comment on vit à l'école, comment on est né, etc., va imprégner notre cerveau et va faire qu'ensuite, face à une situation, on va réagir de manière différente. Donc certains vont plutôt aller vers la tristesse, ils vont s'effondrer face à une situation difficile. D'autres, au contraire, vont réagir avec colère. Et pour ceux qui ont eu des enfants, vous avez peut-être vu ça à la naissance de vos enfants, ils n'ont pas les mêmes réactions. Je vais prendre l'exemple de ma fille qui court qui est un peu partout. Elle a une réaction d'énorme colère quand elle est née. Elle était en colère. Et quand elle a un problème, elle est avec cette énergie-là de colère. C'est un peu sa façon d'être au monde. Et on a un peu ces teintes-là. Mais simplement, la suite de notre enfance va faire que on va oublier ce qu'on vit au fur et à mesure, mais ça reste, ça s'imprègne. Ça s'imprègne dans des couches plus ou moins profondes du cerveau. Et à l'insu de nous-mêmes, quand on a une situation du présent qui est désagréable, eh bien, les mécanismes sont automatiques et on va aller retrouver la situation du passé, mais on ne s'en rend pas compte. Et on va réagir de manière automatique et inappropriée. Et toute la subtilité, déjà, c'est de se rappeler qu'une émotion, c'est qu'une situation du passé non guérie, en quelque sorte, qui vient se réactiver. Donc déjà, ça aide à prendre de la distance avec sa propre émotion et avec ce qu'on va vivre. Parce que c'est pas grave en soi, c'est juste une émotion. C'est ce que je dis, bon, c'est qu'une émotion, ça passe. Simplement, c'est le rappel de quelque chose qui a été refoulé. Alors, le cerveau, vous le savez peut-être, est constitué de différentes couches qui sont liées à l'évolution des espèces vivantes. La première partie, c'est le cerveau reptilien. Je sais pas alors j'explique pour ceux qui ne savent pas. Et ce cerveau reptilien, c'est celui qui me permet de sauter de côté quand je manque de me faire renverser par un bus ou une voiture. C'est un cerveau qui a des programmes automatiques sur lesquels j'ai quasiment pas de prise. C'est-à-dire que c'est le cerveau de l'attaque, de la fuite, mais automatique. Lui, il réagit avec beaucoup plus vite que ce que j'ai le temps de penser pour me mettre justement en situation de survie. Or, si je suis face à une situation du présent qui me met en danger et que j'ai pas le temps de réfléchir ou que je pense pas à ce qui se passe, je peux réagir avec ça. C'est ce qui fait qu'on va avoir des gens qui tapent ou qui sont violents parce que c'est ce cerveau-là qui se met en action, avant même qu'on ait le temps de réagir. Il y a une deuxième couche du cerveau qui est le cerveau dit limbique, qui est un cerveau de l'acquisition. Il est plus évolué dans l'espèce humaine, mais lui aussi est assez automatique. C'est tous les comportements qu'on va acquérir dans l'enfance. Et lui, il engendre aussi ce phénomène-là de réaction quasi automatique. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on peut conduire sans avoir à réfléchir. Il faut que je mette la pédale ici, que je fasse ça. C'est tous ces comportements qui sont automatisés chez nous. Et puis enfin, il y a une troisième couche qui est le cortex cérébral, qui est la partie la plus pensante et la plus résonante de l'espèce humaine, et qui nous permet vraiment d'analyser, de réfléchir, de sentir ce qui se passe en nous, et justement de prendre de la distance par rapport à nos réactions immédiates et biologiques. Et c'est celui-là auquel je vais vous inviter tout à l'heure à donner le plein potentiel, parce que c'est lui qui nous permettra de transformer les émotions en autre chose que de la violence ou des réactions basiques. Henri Laborie, qui est un chercheur qui est décédé depuis longtemps, mais a travaillé sur les émotions, c'est lui qui a montré ça. Et puis, il a expliqué qu'on avait 3 types de réactions face à une situation de danger, de peur. Face à une situation, soit on fuit, et c'est nécessaire dans certains cas. Les mammifères que nous sommes, on s'est construit face à ça. Si on est face à un troupeau de bisons qui nous fonce dessus, on a intérêt à sauter de côté, ou face à un éléphant, on part. C'est une réaction biologique saine, la fuite, et on peut la retrouver dans des moments de nos vies. Il y a des espèces comme la souris qui sont adaptées à ça, elles passent leur temps à fuir, et c'est comme ça qu'elles survivent. Le deuxième comportement de réaction qui existe, c'est par rapport à un danger, c'est d'attaquer, c'est lié à la colère. Donc c'est qu'on ne se laisse pas faire par la situation et on va agresser. C'est une réaction très saine aussi, puisque ça permet de manger dans certains cas. Et les lions ou tout plein d'espèces, c'est les lionnes qui chassent, mais ont basé tout leur système de fonctionnement sur l'attaque. Et puis il y a un troisième fonctionnement, c'est l'inhibition de l'action face à un danger, on ne fait rien. Il y a des espèces aussi comme le hérisson, c'est leur tactique. Ils se replient, ils ont des épines et puis ils ne bougent plus. Il y a plein d'espèces qui font le mort, ils ne bougent plus. Et du coup, les prédateurs les laissent tranquilles. Donc nous, on a ça en nous. Et à partir de là, on va pouvoir composer et voir ce qu'on a à faire le plus juste. Mais on va pouvoir le prendre on va pouvoir y réfléchir. C'est-à-dire que les animaux ne réfléchissent pas. Ils sont animés par ces programmes biologiques. Nous aussi. Simplement, on peut prendre le temps avec le cortex de voir ce qu'on fait. Tu peux rentrer.
Et ces réactions-là ne sont pas les mêmes. Je vais prendre un exemple très, très simple. C'est par exemple, excusez-moi, par exemple, face à des peurs, on n'a pas du tout les mêmes réactions. La peur de manquer, d'être au chômage, il y a des personnes pour qui c'est leur peur est la plus importante. Donc toutes leurs réactions vont être centrées sur ce sujet-là. La peur de ne pas avoir de travail, même s'ils en ont un. Et le reste, ça va être des peurs lointaines. D'autres, ça va être la même peur, mais appliquée par exemple à l'idée que les migrants qui arrivent en Europe, c'est un grand danger, il faut absolument les chasser par exemple, il ne faut pas en recevoir. Et ça réveille une peur à nouveau chez eux viscérale de manquer. Donc vous voyez que les sentiments qu'on a vont avoir des répercussions sur les choix politiques qu'on va faire ou les décisions qu'on va vouloir prendre collectivement. Moi par exemple, et je ne sais pas pour vous, mais moi la peur du nucléaire est une de mes peurs les plus importantes, parce que je me dis qu'elle conditionne les autres. Évidemment, elle est invisible, inodore, je l'ai dit tout à l'heure, mais si une centrale explose, je deviens un migrant et j'ai plus de travail. Donc pour moi, même si elle est lointaine, le fait même qu'elle existe empêche tout le reste. Voilà. Alors je peux peut-être en parler parce que je me sens en sécurité dans ce que je fais et que je ne suis pas en détresse matérielle. Donc du coup, moi, j'arrive à la conscientiser. Vous voyez que le lien entre les peurs est lié à la proximité qu'on a avec l'objet qui nous effraie. On retrouve ça, c'est un concept qu'on retrouve en géographie qui s'appelle NIMBY, Not in My Backyard. Ça vous dit peut-être quelque chose. On l'a vu sur Notre-Dame-des-Landes. Toutes les personnes qui ont voté là, pour le référendum, toutes celles qui étaient loin de l'aéroport étaient d'accord. Et toutes celles qui avaient l'aéroport chez elles, elles n'en voulaient pas. On est tous d'accord pour avoir une autoroute, mais personne ne la veut dans son jardin. Les peurs, les problèmes, les difficultés, c'est à peu près pareil. Donc les émotions sont liées aussi donc, à la distance de l'objet qui nous fait peur. Et comment on l'a conscientisé. Donc ça, c'est un élément aussi important parce qu'on voit que du coup, on ne va pas réagir pareil selon ce qu'on vit. Alors face à toutes les émotions qu'on vit, on a des comportements humains plutôt aberrants, mais qui sont les réactions que pour l'instant on a trouvées socialement et individuellement. Et je vais les passer un peu en revue pour voir un peu tout ce qu'on fait qui est illogique et où ça nous mène. Alors un des moyens par exemple de réagir quand on a trop d'émotions, c'est de manger, c'est l'alimentation. On connaît tout ça, on a une grande peur et puis on va manger pour se calmer. Il y en a qui sourient, ça leur parle aussi, moi ça me parle aussi, voilà. Eh bien, l'alimentation, c'est un moyen justement de donner une récompense quand on a eu une peur. Le cerveau fonctionne beaucoup sur les stimuli, les récompenses, enfin sur un phénomène de stimuli avec récompense à chaque fois. Et en plus, on a souvent ancré ça chez les enfants. Quand ils tombent, on leur donne un bonbon. Quand ils ont fait une bonne chose, on leur donne un sucre, etc. Donc on ancre ça très fort chez nous humains, l'idée que chaque fois qu'on fait un truc bien, on a droit à une récompense. Et l'alimentation est devenue un moyen, dans beaucoup de cas, de se calmer des émotions qu'on ne veut pas sentir. Alors, il y a des degrés divers, hein. Il y a des gens qui sont anorexiques, d'autres qui sont boulimiques. Et puis, il y a tout, dans l'alimentation, toutes les drogues officielles, et puis toute l'alimentation industrielle qui va exacerber cet aspect-là. Si on prend le sucre, par exemple, le sucre industriel raffiné, on sait aujourd'hui que la foire, là, souvent, il me semble qu'il y a eu des conférences les années précédentes là-dessus. En tout cas, il y a des livres qui existent sur ce sujet-là. C'est une drogue extrêmement forte, le sucre. C'est très addictif. Et du coup, ça calme. Et aujourd'hui, la plupart des aliments qu'on va acheter dans les supermarchés, ce sont des produits avec du sucre raffiné de manière industrielle, et c'est une catastrophe pour les cerveaux humains. Mais ça calme les humains, ça évite d'aller approfondir ce qui se passe quand on est réveillé par toutes les peurs collectives qui nous entourent. Puis il y a des drogues qui sont plus ou moins légales, le tabac, j'avais listé, je vais reprendre ma liste parce qu'il y en avait tellement. L'alcool peut en faire partie, la viande peut en faire partie, puis il y en a qui sont des trucs absolument horribles, comme le glutamate monosodique de sodium. Je vous renvoie au livre de Corinne Gouget, qui est décédée, mais qui avait fait un travail remarquable sur tous les additifs. Alors là, ça a des impacts absolument considérables. On peut donner n'importe quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le glutamate. Il y en a qui font oui, il y en a qui font peut-être non. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit absolument abominable qui rentre dans les circuits de la récompense et qui fait qu'on peut donner n'importe quoi à manger à un humain, il va trouver ça bon, même aux mammifères.
C'est un produit absolument ignoble et qui est en vente libre et que tous les industriels peuvent utiliser. Il faut simplement qu'ils en mettent la mention, mais c'est addictif. C'est-à-dire qu'on en a encore envie. Donc ça renforce en plus le fait de vouloir en manger pour se calmer et pas ressentir les émotions. Donc aujourd'hui, les drogues légales et illégales, parce qu'évidemment je n'ai pas parlé des drogues illégales, mais c'est le même fonctionnement, permettent à plein d'humains d'éviter de ressentir justement toutes ces émotions refoulées qui viennent de leur propre passé. Plutôt que les guérir, on enfouit et on ne veut pas sentir. L'autre comportement qu'on a face aux émotions de manière individuelle ou collective, c'est de rentrer dans l'adhésion à des systèmes de croyances. C'est-à-dire que plutôt qu'explorer notre propre pensée, on préfère adhérer à un système de pensée qui nous paraît parfait. Alors on va adhérer, l'exemple extrême, c'est les fascismes comme le nazisme. On va adhérer à des systèmes idéologiques sans même prendre le temps de les examiner. On va adhérer au communisme sans même regarder comment ça fonctionne, ou on va penser que le capitalisme c'est génial, ou le libéralisme c'est extraordinaire. Mais on ne va pas prendre le temps de regarder le contenu même de l'idéologie à laquelle on adhère. Parce que prendre le temps de l'analyser et de la regarder en détail nous poserait des difficultés émotionnelles, parce qu'il faudrait arriver à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ces systèmes. Ils nous sont proposés comme étant des solutions idéales à tous nos problèmes, or c'est souvent bien plus complexe. C'est ça qui fait qu'on est des êtres humains, c'est que ce sont des sujets complexes. Et au lieu d'aborder cette complexité, on va adhérer en masse, un peu comme on va adhérer à un club de sport où on va être la fan de telle idole parce que ça nous rassure. Et ça, c'est un deuxième aspect du psychisme humain, c'est qu'on va projeter les figures parentales qu'on a eues, tout ça, ça vient de Freud, entre autres, mais on va projeter les figures parentales qu'on a eues sur des autorités. On va les imaginer idéales, parfaites, et les élections en étaient un exemple étonnant. Il y a des gens qui projetaient l'image parfaite sur tel ou tel candidat, alors que l'objet n'est pas de projeter sur tel ou tel candidat s'il est parfait ou imparfait, c'est qu'est-ce qu'il propose, quels sont ses arguments, qu'est-ce qu'il propose comme futur, est-ce qu'il pourra le mettre en œuvre, comment, vous voyez. Et on va aller dans des systèmes où on va adorer telle ou telle personne. Alors les fascismes, tous les systèmes totalitaires sont un exemple affligeant où les peuples sont prêts à se faire tuer pour leur chef et ils l'idolâtrent, etc. Donc ça, c'est un des fonctionnements du déni, du refoulement émotionnel. On préfère ne pas réfléchir, ne pas sentir ce qui se passe et penser qu'il y a un sauveur idéal qui nous attend et qui va nous sauver de tous les maux qui nous attendent ou de notre propre réflexion, en fait, de notre propre pouvoir personnel. J'en reparlerai après. L'autre phénomène qui existe aussi, c'est alors, je me suis trompé, c'était le transfert, ce dont j'ai parlé. Maintenant, c'est la projection. On transfère les figures d'autorité. Le deuxième phénomène, c'est la projection, justement. On projette les émotions qu'on a en soi sur notre entourage. Et on ne s'en rend pas compte, c'est un mécanisme inconscient. On n'a pas conscience, éventuellement, qu'on a une émotion refoulée, et on va l'attribuer à l'autre. Et on va dire que c'est lui le fautif. Or, l'exemple le plus horrible qui existe, c'est le nazisme avec la haine des Juifs. On peut avoir la haine des Arabes ou des étrangers, c'est le même processus. On a quelque chose qui est refoulé, on ne le sent pas. Les travaux d'Alice Miller, je ne sais pas si vous connaissez, sont remarquables à ce sujet-là. Elle a travaillé sur la biographie de Hitler. Et Alice Miller, M-I-2-L-E-R. Et elle a montré qu'Hitler avait une ascendance juive et qu'il n'était pas au courant. Donc il y avait un déni dans sa famille, enfin des choses cachées. Et tout un peuple l'a suivi, mais pas que l'Allemagne, on avait la même chose aussi en France, c'est-à-dire qu'on est capable collectivement de se mettre à détester des gens simplement pour ce qu'ils sont, et ça c'est un mécanisme complètement projectif. On attribue aux autres nos propres émotions refoulées, et on les rend responsables de notre malheur. Donc ça c'est un phénomène très humain, et qui a repéré, parce qu'il est tout le temps à l'œuvre. Alors il peut être à l'œuvre au sein de nos propres familles, ou à l'œuvre à un niveau collectif. Alors ce qui est terrible, c'est que ça nous fait rentrer dans un triangle qui s'appelle le triangle de Cartman, du psychologue américain qui l'a mis au jour. C'est un triangle où il y a une victime, un bourreau et un sauveur. Et souvent dans les familles, on va jouer à alterner les positions. Parce qu'on passe son temps soit à projeter ses propres émotions, soit à transférer les figures parentales sur son conjoint ou sur ses propres enfants, sans s'en rendre compte.
Et tout ça, ça contribue aussi au phénomène d'adhésion à des gourous, parce qu'on va projeter sur le chef idéal ou le gourou qui nous donne la bonne parole l'image d'un être parfait qui aurait tout résolu. Donc je vous dis tout de suite, moi j'ai pas tout résolu, j'ai encore plein de trucs sur lesquels je travaille, d'émotions qui sont encore refoulées chez moi et pas guéries, parce que c'est important de voir que c'est pas parce que j'explique quelque chose que j'ai forcément terminé de cheminer. Et un humain qui me dit qu'il a tout terminé, qu'il a tout réglé, ouais, c'est peut-être qu'il est mort ou qu'il se ment à lui-même. Donc je regarde avec, je dis d'accord, ok, voilà. C'est suspect pour moi, parce que il me semble que c'est un chemin qui est long et j'en connais peu qui ont fait ce travail de profondeur. L'important pour moi n'est pas d'avoir tout guéri, c'est de pouvoir cheminer, on verra, avec ce qu'on est. L'autre aspect, je crois que j'ai fait le tour de tous ces éléments-là dans lesquels on a tendance donc à fonctionner. Ça nous amène à être dans un déni du réel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On filtre. Au lieu d'accepter ce qu'on sent et ce qui se passe, on vit dans une sorte de... Enfin, je dis on, hein, vous m'excuserez, je m'inclus dedans, mais je pourrais dire les humains pour me mettre à l'écart, mais j'en fais partie. Donc les humains vivent avec une sorte de filtre du réel. On n'arrive pas à voir le réel tel qu'il est, parce que voir le réel tel qu'il est, ça serait trop oppressant émotionnellement. Donc on préfère se raconter des mensonges et croire dans des autorités qui contribuent à entretenir le mensonge. Alors le nucléaire, c'est un cas d'école. On préfère croire que on arrivera en France, par exemple, j'espère, mais on espère que voilà, on arrivera à entretenir les centrales nucléaires pendant encore 30 ans et qu'il n'y aura jamais aucun problème. Et pourtant, à Fukushima, ils pensaient pareil et ils n'y sont pas arrivés. Donc on fait une espèce de pensée positive en se disant ça va marcher, ça va y arriver, alors que si on accueillait réellement le danger que ça représente, eh bien on arrêterait peut-être tout de suite et on chercherait d'autres solutions. Donc ce déni du réel nous mène à chaque fois dans un chaos, et le chaos, il est, je trouve, fortement installé. Je pense qu'on peut en sortir, et on est là pour ça. Je pense que vous êtes là pour ça. La foire contribue à ça, à réfléchir pour éviter d'aller encore plus loin dans un chaos et un monde infernal. Parce que le déni de ce réel, le déni de nos émotions nous amène à adhérer à des chefs qui nous mentent, à des régimes totalitaires, et nous pousse à haïr les autres et à croire que les autres sont responsables et à nous mener dans des guerres absolument inutiles et sans fin. Et c'est un peu le cercle vicieux de l'humanité qui entretient ces phénomènes-là. Alors peut-être est-il temps aujourd'hui pour nous d'arrêter, d'en sortir, de passer à autre chose. Mais pour l'instant, les humains, c'est ce qu'ils ont passé leur temps à faire. C'est-à-dire que c'est ne pas avoir conscience de ce qu'ils vivaient en termes émotionnels, ne pas avoir ces connaissances-là. Et la démocratie me semble être un chemin qu'on a exploré justement pour sortir de ces difficultés-là. Alors avec des difficultés et des errements, comme toute tentative d'apprentissage, c'est comme si on essayait d'élaborer un système plus intelligent que simplement obéir à un chef et aller casser la gueule à son voisin. Et toutes les tentatives qui existent, dont ce qui est en train de se passer à la foire avec l'expérience de la ville de Saillant, il y a tout un groupe qui est en train de réfléchir. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Il y a tout un groupe qui est en formation pour essayer d'expérimenter d'autres formes de démocratie participative, beaucoup plus horizontale. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le terreau des êtres humains qui ont commencé à essayer d'aller au-delà simplement du déni de leurs émotions et du refoulement. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans le déni de vos émotions puisque vous êtes là. La question, ça va être comment on fait pour tous ceux qui n'ont pas envie de sentir leurs émotions. Comment on peut faire? Alors, ma piste maintenant, je vais un peu parler des solutions après avoir parlé des difficultés. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous sommes d'êtres humains, comment on s'en sort? Puisqu'il s'agit pour moi vraiment d'inventer notre culture par rapport aux émotions et de passer à un monde qui a globalement, j'ai envie de dire, refoulé ses émotions ou les a déniées, à un monde qui va commencer ou qui commence, parce que c'est en route. Moi, je me sens juste le porteur d'un mouvement qui est bien antérieur à moi, puis qui continuera certainement ou qui va se poursuivre. Comment on invente un monde dans lequel les émotions ont leur place? Qu'est-ce que ça veut dire accepter ces émotions? Et c'est là où mes recherches et mes expérimentations et ma pratique professionnelle m'ont permis de voir qu'il y avait des outils que je n'ai pas mis au point, que d'autres ont trouvé, mais ça m'a permis de trouver des outils, de vous les partager. C'est des outils que l'écologie intérieure qui vient de Yann Thibault, qui a donné le nom à l'ensemble de ces outils-là, permettent d'aider chacun individuellement
d'œuvrer en lui-même, quand il en a besoin, à faire cette transformation d'acceptation des émotions. Alors là, je vais vous décrire un processus naturel, c'est un des outils de l'écologie intérieure. Yann Thibault l'a trouvé, mais il n'est pas le seul. Je connais d'autres personnes que j'ai rencontrées qui l'utilisent. Et c'est un outil absolument naturel, il ne coûte rien. Vous pouvez le faire quand vous voulez, à tout moment. Et c'est très facile à faire. Tout à l'heure, avant de venir, j'avais une longue journée depuis ce matin et j'avais besoin de me détendre. Donc je suis allé m'allonger sous un arbre et j'ai simplement laissé mon corps faire ce qu'il avait à faire. Je vais vous décrire ce processus naturel. On l'a tous en nous. C'est un processus biologique absolument simple à utiliser. Les seuls blocages qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc c'est comme apprendre à faire du vélo, ça demande un peu d'entraînement. Et il y a des personnes pour qui c'est une évidence, ils le font tout de suite et avec grande facilité. D'autres, ça demande un peu plus de temps. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est un double mouvement. C'est à la fois observer ce qui se passe en soi, une attitude méditative par rapport à son propre être, c'est-à-dire son propre corps, ses émotions, ses pensées. On observe ce qui se passe en soi. Et la deuxième étape, c'est de laisser faire. Alors on le fait par rapport à évidemment un sujet qui réveille des émotions. S'il y a quelque chose qui vous énerve et qui vous met en rage et qui vous fait réagir, eh bien c'est souvent lié donc à quelque chose qui vient du passé. Mais avant même de chercher d'où ça vient, le simple fait de se mettre dans cette attitude méditative d'observation de soi, de laisser venir cette émotion, de l'accueillir et de la laisser vivre dans son corps et de l'observer en même temps qu'elle vit, alors ça donne des résultats bizarres. Il y a des tremblements qui ont lieu dans le corps. Là, tout à l'heure, j'ai croisé une des personnes que j'ai accompagnées, et puis qui en revenait pas parce qu'elle racontait, elle avait assisté à une séance, c'était son copain, et elle racontait la séance de son copain qui avait une phobie des chiens, qui était liée à un traumatisme de l'enfance où il y avait eu un chien qui l'avait agressé pendant quelques mois. Et donc, je leur ai proposé mes services. Et donc, elle a assisté, puis c'était sa copine. Je lui ai dit, bah, vous pouvez rester, c'est pas très spectaculaire. Et en fait, ça l'a été un peu parce que c'est pas une culture qu'on a de laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Donc, il a repensé à la situation qui lui faisait peur. Il a simplement pensé à un chien, donc il avait peur. Et puis, il a laissé faire ce que son corps voulait. Et là, il s'est mis à trembler. Mais il s'est mis à trembler, c'est pas lui qui a décidé de trembler, c'est le corps qui a tremblé. Et les jambes qui tremblaient, le bassin, ça bougeait de tous les côtés, ça a duré 10 minutes. Alors elle, je la sentais très impressionnée parce qu'elle le voyait trembler dans tous les sens, de tous les côtés. C'était le corps qui régulait cette vieille émotion de peur qu'il avait subie pendant des mois avec un chien qui était... ses parents lui avaient acheté un chien, il lui bouffait ses poupées, il avait peur, il avait 6 ans, bon ben voilà. Le chien, ils l'ont aussi retiré. Et ça a duré comme ça 10 minutes. Donc puis après, je lui dis, on va vérifier. Pense à un chien. Ah ouais, bof, j'ai moins peur. Alors on est allé vérifier au salon de toilettage. Ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. Alors on est revenu, puis il y avait encore une autre couche. Il a à nouveau tremblé pendant 10 minutes, le corps a bougé, tout ce qu'il avait à faire. Il était dans cette attitude méditative d'observer ce qui se passe en lui et de laisser son corps faire ce qu'il a à faire. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est qu'ensuite on est retourné à nouveau au salon de toilettage, et là il a pu toucher le chien, il a dit oui c'est bizarre, hein, j'avais jamais regardé. Et c'était un type qui faisait 1m80, et quand il voyait un chien, il changeait de trottoir. Donc ça paraît absurde, hein, une phobie ça fonctionne comme ça, il y avait une raison, voilà. Oui, ça ressemble à d'autres méthodes qui existent. Hein. Je vous dis, le processus naturel, vous pouvez l'avoir vécu plein de fois. Et les thérapeutes qui travaillent et qui accompagnent des personnes, souvent c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, elle va contacter une souffrance, quelque chose qui est bloqué en elle, et elle va pouvoir revivre le traumatisme ou le moment où ça a été douloureux, sans forcément en avoir conscience, parce que quand on a vécu un traumatisme à la naissance, c'est très engrammé dans le corps, c'est pas dans le cortex, on n'a pas le souvenir. Le corps sait quelque chose, mais on l'a oublié. Tout notre être a été imprégné. Par contre, le corps, il se rappelle. Quand je dis le corps, c'est une partie du cerveau qui va laisser ces parties-là du corps trembler. Et le processus, il est naturel. Donc il y a plein de personnes parmi les gens que je rencontre qui le connaissent, qui l'ont déjà vécu de façon spontanée. Alors ça dépend après des cultures, des familles, de comment ça se passe, de comment on vit ses propres émotions. Voilà. Et chaque fois que j'accompagne des personnes, pour moi, c'est toujours un étonnement de voir la transformation se faire. Parce que ça les éveille. Il y en a pour qui, alors ça dépend de comment sont les personnes, mais je me rappelle d'un musicien, donc je l'accompagnais, et lui était bloqué, il n'arrivait pas à sentir ses émotions, il venait d'une culture familiale où on n'exprime pas ses émotions, où il faut rester enfermé, et puis, alors je l'accompagne dans l'observation simplement du blocage, ben oui on sent pas, il n'a pas l'habitude de sentir, il portait l'attention sur un problème, et puis il n'y avait rien qui venait, c'était tout bloqué. Et c'est dans la nuit, c'est un stage de 2 jours, et dans la nuit, ça a débloqué. Et le lendemain, il était transformé.
Et puis il s'est mis à jouer, il dit mais c'est incroyable, je sens mes doigts, ça n'a rien à voir, voilà. Parce que la libération, elle est réelle. Il y a vraiment dans le cerveau des zones qui se libèrent et qui étaient impactées. Et quand on sait maintenant que quand on a des traumatismes très forts, ça se voit quasiment cérébralement et ça peut déclencher des maladies graves. Simplement, là, vous avez l'outil tout simple qui permet de réguler l'émotion. Et la plupart des thérapeutes qui travaillent et qui empiriquement l'ont tous trouvé. Ils ont senti, à un moment donné, c'est ça qui transforme la personne. C'est quand on arrive à retrouver ce ressenti et le laisser, non pas s'extérioriser dans tous les sens, mais arriver à trouver un chemin intérieur de transformation. Je ne sais pas si je suis très clair en disant ça, mais ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais ceux qui l'ont souvent expérimenté, une fois suffit pour comprendre comment ça marche, parce qu'on sent une réelle détente qui s'installe, un réel changement. Et ce qui était un problème ne l'est plus. Alors ça paraît magique, ça l'est pas, c'est juste logique et c'est biologique. Souvent, je donne la métaphore de la gazelle, parce que c'est un processus de mammifère. Les éthologues qui observent les animaux ont vu que les gazelles, quand elles étaient pourchassées par les lionnes dans la savane, elles couraient très très vite, et puis, quand elles arrivaient à ne pas se faire attraper, elles se mettaient dans un coin et elles tremblaient. Et elles tremblaient de tous leurs membres. En fait, elles faisaient ce processus, elles le vivent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en train de se dire « j'ai eu peur, oh là mon Dieu c'est horrible, il faut que j'aille voir mon thérapeute ou que j'appelle ma copine ou mon copain, j'ai failli me faire manger par une lionne, c'était horrible, elle m'a couru après, j'ai failli crever, c'était atroce, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Je ne peux plus sortir, je ne peux plus aller manger ». Voilà. Nous c'est ce qu'on fait, on se met à gamberger et dire « oh là là c'est horrible ». Mais nous on vit ça plein de fois, on vit plein de petits traumatismes quand on est enfant mais on les oublie. Et quand on a un gros traumatisme, on a plutôt tendance à faire ça. La gazelle elle se met dans un coin et puis elle laisse son corps faire, elle ne se pose pas la question. Et ce processus naturel, c'est ça qu'on peut vivre. C'est-à-dire qu'on devient des humains conscients avec un corps de mammifère. Et on laisse faire le corps de mammifère, on le laisse bouger, on le laisse faire ce qu'il a à faire le temps qu'il faut. Et ça, c'est une nouvelle culture, c'est une habitude à prendre. Et c'est ce que moi, je vous transmets aujourd'hui parce que c'est un outil qui me paraît extraordinaire. Parce qu'il permet des transformations radicales et qui donne une autonomie à chacun. Parce que c'est, à mon avis, très important de pouvoir se faire accompagner quand on a des gros traumatismes et de rencontrer des témoins lucides. Là encore, je cite Alice Miller. Quand on a des traumatismes graves, c'est bien de rencontrer une fois dans sa vie un témoin lucide qui nous dit que ce qu'on a vécu, c'est de la maltraitance. Et donc, du coup, d'avoir une personne sur laquelle s'appuyer pour sentir que ce qu'on a vécu, c'est pas juste. Mais le processus ensuite, il se fait intimement. C'est chacun qui le vit. C'est pas le thérapeute qui va guérir la personne. C'est soi-même. Nous allons laisser faire ce que le corps a à faire en conscience. Et on va libérer les tensions qui nous habitent et qui nous bloquent, qui font qu'on a mal au dos, qu'on n'est pas bien, qu'on n'en peut plus, etc. Alors chaque émotion qui a été refoulée, à un moment donné, va se transformer en son opposé ou son contraire. Par exemple, la joie, quand non, c'est plutôt l'inverse, quand on va avoir une énorme tristesse et qu'on va laisser cette tristesse se transformer, ou une petite, ça dépend, hop, on va la laisser se transformer. Derrière la tristesse, on va avoir de la joie. Alors pas une joie exaltée, mais quelque chose où on va se sentir beaucoup plus serein. La colère, par exemple, quand on va transmuter une charge de colère, alors j'utilise le mot que Yann a donné, il y a d'autres techniques qui n'utilisent pas ce mot-là, mais il parle de transmutation, parce qu'il parle d'alchimie émotionnelle. On transforme ce qu'on pense être un matériau désagréable, l'émotion, parce qu'on n'aime pas trop nos émotions a priori, en quelque chose d'extraordinaire, qui permet d'agir, on verra comment après. Donc, je reviens à la colère. La colère est une émotion qu'habituellement on n'aime pas trop sentir parce que c'est mal vu, ça se fait pas d'être en colère, c'est pas bien. Et en même temps, c'est quelque chose dont on a besoin parce qu'elle est là, enfin elle nous habite, on va pas faire semblant de pas en avoir. Et quand on laisse cette colère venir dans son corps et qu'on laisse ce processus naturel se faire, qu'on lâche prise, hop, elle se transforme en énergie de vie, en puissance. Et le processus est assez impressionnant à voir parce que ça réaxe, c'est-à-dire que les gens savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont envie de le faire, il n'y a plus de questions, on y va. Et ça, c'est une énergie très intéressante qu'on va retrouver beaucoup dans les stands que je croise. Ce sont des gens que je sens habités d'une saine colère. Ce qui les anime, c'est que ça ne va pas, qu'on autorise des produits toxiques dans la médecine ou qu'on utilise des OGM. Les gens sont animés de cette saine colère et au lieu de ruminer ou de vouloir tuer ceux qui font ça, ils militent, ils expliquent, ils argumentent. Voilà. La colère transformée, ça donne ça. La troisième émotion de base qui se transforme, c'est, donc je dis la tristesse, la peur. Voilà. La peur, elle, va se transformer en sagesse.
La peur, c'est un indicateur de quelle direction on doit prendre. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation dramatique? Alors quand on manque de se faire écraser par une voiture ou qu'on est poursuivi par la lionne, on court, hein, on ne se pose pas de questions. Mais quand on est face à des situations complexes, qu'on ne sait pas quel métier faire, qu'on ne sait pas comment résoudre la question du nucléaire et qu'on a peur, ou qu'on a peur des migrants par exemple, c'est là où cette peur, si on la laisse vivre en nous, on verra d'abord qu'elle vient de choses du passé, et à force de la laisser, parce que ça peut prendre du temps si c'est des grosses peurs, on va trouver ce qu'on a à faire. Et on va pouvoir faire quelque chose avec. Et c'est là où j'arrive au point qui, moi, me paraît le plus important, c'est une fois qu'on a ce processus en main et qu'on sait s'en servir, là, on peut agir collectivement. On le fait déjà d'agir collectivement, mais on va pouvoir agir avec, à mon avis, beaucoup plus de pertinence. Parce qu'à chaque fois qu'un humain, et que tous les humains que j'ai accompagnés transmutent et laissent une émotion se transformer dans ce processus d'alchimie, de transformation comme le faisaient les alchimistes, ou voulaient le faire les alchimistes au XVIIIe siècle, ou même avant, ça rend les humains que je croise beaucoup plus libres, beaucoup plus conscients, beaucoup plus puissants. Ils savent ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Et rien ne les empêchera de le faire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas simplement, ce que je vous donne là, c'est pas simplement une technique de mieux-être pour se dire qu'on va mieux et qu'on continue à faire ce qu'on a à faire au quotidien en espérant que d'autres vont décider à notre place. Non, non, ça réaligne les personnes. Et chacun a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. C'est une des thématiques de l'écologie intérieure qui n'est pas propre à l'écologie intérieure, c'est la mission de vie. Le but de vie, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Quel est le sens de l'existence? Et quand je vous parlais de mon expérience de NDE à distance, c'est ça, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Et chaque fois qu'on règle ces blessures profondes et qu'on accueille ces peurs les plus profondes et qu'on voit ce qu'il y a derrière, on se réaxe, on devient réellement qui on est. C'est une thématique dont on entend parler beaucoup dans la spiritualité, être soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, vous l'avez. Être soi, c'est vraiment être présent à qui on est réellement, avoir accepté d'avoir peur et d'avoir exploré sa peur, de ne pas avoir évité ce chemin-là. Alors ça peut être sa peur ou sa colère. Et d'assumer qu'on a une mission. Alors je dis une mission, c'est un gros mot, mais quelque chose de spécifique à faire, qui nous anime et qui n'est pas pareil que le voisin. Et qui va nous mener sur des chemins peut-être de traverse, qu'on sera les seuls à vouloir suivre au départ, et puis d'autres vont vouloir faire pareil. Mais on ne sait pas ce qu'on a chacun à faire. Moi, je ne le sais pas quand j'accompagne des personnes, je ne sais pas ce qu'ils ont à faire, et puis je n'ai pas à leur dire. Je ne suis pas leur chef spirituel ou psychologique, je ne sais pas. Chacun a quelque chose de vraiment intime, et il est venu pour ça. Les enfants, souvent, savent ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Et ils le sentent. Et à mon avis, ça sera le débat sur l'éducation que j'anime avec Elisabeth Incar-Yeglé dimanche, à propos du film Alphabet. C'est une question fondamentale. Les enfants savent ce qu'ils sont venus faire et souvent, tout les anime pour nous dire « moi, je voudrais faire ça ». Alors, ils le sentent peut-être intuitivement, souvent ça se traduit dans leur jeu, et souvent ce que nous, on a envie de faire au fond de nous, quand on l'a un peu perdu, ça se retrouvait quand on était enfant. Et quand on écoute l'enfant que nous étions, quand on retrouve les jeux qu'on avait ou qu'on faisait ou les aspirations qu'on avait, on sait ce qu'on était venu faire. Et souvent, il s'agit simplement de s'en rappeler. C'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant de Tchernobyl et de ma maman qui recevait des gens et je me demandais pourquoi les humains avaient des problèmes. Parce que c'est quelque chose qui m'a animé. Depuis que je suis petit, je sentais que j'avais quelque chose de particulier, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas exactement comment. Et on a tous quelque chose d'important à réaliser. Mais pour arriver à trouver cette connexion à cet être en nous qui est là, on l'a tous, eh bien ça demande de pouvoir faire ce travail d'accueil des émotions. Alors on l'a tous fait plus ou moins à des degrés variables. Il y a des zones où on est beaucoup plus avancé, d'autres on l'est moins. Moi, il y a des domaines où je suis peut-être plus clair que d'autres. Mais l'important, c'est de pouvoir commencer à cheminer et à agir à partir de cet être-là, de cet être profond en nous. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre une espèce d'éveil extraordinaire dans lequel on serait illuminé et dans un état de béatitude et de sainteté. Ça, c'est un idéal, à mon avis, exagéré. On peut, et la foire le montre, il y a plein d'entre nous, et sûrement vous là, tous ici présents, on agit déjà, on fait des choses très connectées à qui on est réellement. Et c'est cette force-là, cette conviction-là, qui peut nous donner la possibilité d'aller discuter et d'argumenter, de dire ce qu'on pense à ceux qui ne sont pas forcément d'accord. Parce que c'est là pour moi le deuxième point, enfin un autre point, c'est que transformer ses émotions, c'est être capable de penser pleinement. Et penser pleinement, c'est faire appel à toutes nos facultés. À la fois l'intuition, parce que nous sommes des êtres sensibles et intuitifs. J'ai envie de dire, on nous a dit, mais on est d'une société, je vais dire comme ça, qui fait
qu'on a mis de côté l'intuition. Mais tout le monde est intuitif, ça fait partie de nos capacités, c'est le cerveau droit qui fonctionne de manière intuitive et sensible. On a une intuition plus ou moins développée. Il y a des personnes qui ont une intuition extrêmement fine et qui sentent des choses et qui prévoient ou qui ont des visions et qui savent ce que telle personne a vécu dans le passé. C'est assez impressionnant. Mais on a tous ce talent d'intuition. On peut tous sentir ce qui se passe en nous. Et puis on a un autre pôle qui est plus développé globalement, collectivement, c'est l'analyse, la raison, le tri, la logique. Et c'est l'alliance de ces deux, d'une pensée qui est intuitive et analytique, c'est le cheminement de l'un à l'autre qui nous permettra, à mon avis, et qui nous permet d'élaborer un autre monde, de réfléchir ce monde autrement. Et pour réfléchir un autre monde, à mon sens, ça demande de pouvoir argumenter et de discuter. C'est-à-dire, on a besoin d'aller discuter avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. On a besoin d'aller donner nos arguments. C'est ça, être quelqu'un de puissant et de libre et d'authentique. On n'a pas peur de donner ses arguments, d'amener la controverse là où il y a besoin. Je prends souvent l'exemple... un exemple historique, c'est ceux qui ont amené l'arrêt de l'esclavagisme en France, parce que c'est un mouvement mondial. C'était une poignée à la Révolution française. On dit la France a arrêté, mais c'était 4 députés. 4 députés qui en 93 ont eu une opportunité, qui écrivaient des textes, qui militaient, qui agissaient, qui voulaient arrêter l'esclavagisme. Et puis, ils ont eu en 1793 la possibilité de faire une loi qui a aboli l'esclavagisme. Alors, vu le contexte, ça ne s'est pas forcément appliqué tout de suite dans les colonies, mais ils l'ont fait. Et puis il a fallu attendre ensuite, ça a été ensuite aboli par Napoléon, mais déjà même avant. Et ensuite, il a fallu attendre presque 50 ans. Donc vous imaginez le long temps de militantisme ou de patience qu'il a fallu à ceux pour qui c'était important. C'est comme Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison. Ce qu'on a à faire, je vous le disais tout à l'heure, par rapport au but de vie, est spécifique à chacun. Et la récompense est peut-être très lointaine pour certains d'entre nous. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, pour moi, le fait de pouvoir transmuter ces émotions, en tout cas de les accueillir et de les laisser vivre en nous avec le processus que je vous ai décrit, permet d'aller élaborer un autre monde. Et il y a un chercheur allemand qui a théorisé ça. Il parle de la théorie du U. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a, on en a discuté, on a expérimenté. C'est justement l'application de ce que je vous explique là à des systèmes humains. C'est-à-dire que ce qui est important dans un système, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne qui descend à un endroit de son être profond et qu'elle parle depuis cet endroit-là. Et ça se sent vibratoirement. Quand je dis vibratoirement, on sent à l'intérieur de soi que c'est quelque chose de différent qui se passe. Et Otto Schramek, donc l'auteur de la théorie du U, il dit qu'à ce moment-là, il y a un revirement qui se passe. Et que les humains acceptent une nouvelle vision des choses. Parce qu'ils sont touchés par celui qui est allé au plus profond de lui. Et pour moi, la question des émotions doit nous amener, en les acceptant, à aller à un endroit où on va accepter d'avoir de la colère, de la tristesse, de la peur, qu'on va s'arrêter, on va prendre le temps de le faire. Dans une vie où où un monde qui nous pousse à toujours plus de travail, plus d'activité, puis il faut faire ci, il faut faire ça, puis pour être mieux, il faudrait faire telle chose. Moi, j'invite plutôt à chacun à s'arrêter. Faire des siestes où on va aller explorer son psychisme et son inconscient. Parce que l'inconscient, il remonte quand on s'arrête, il ne remonte pas quand on est que actif à fond la caisse. Il remonte quand on est en crise ou en situation de difficulté. Mais c'est souvent, dans les gens que j'accompagne, la difficulté de l'insomnie, par exemple. Un truc très basique. Et alors on se met à penser, et puis c'est horrible, et on pense, et ça ne va pas. Mais en réalité, c'est génial de penser. Sauf que quand on pense et que ça tourne en rond et que c'est désagréable, c'est parce que derrière, il y a une émotion refoulée, ou voire plusieurs, et qu'il s'agit simplement d'aller explorer l'émotion qui est cachée et de la laisser se transformer. Une fois qu'elle est transformée, la pensée redevient limpide. Et on peut penser le monde, et on a besoin de le penser, on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut faire. Et penser n'est pas un acte désagréable, c'est génial de penser, c'est la base même de ce que nous sommes. On est constitué pour penser, c'est la fonction ultime de l'être humain, j'ai envie de dire, une de ses fonctions en tout cas extraordinaires, de pouvoir analyser, réfléchir, ressentir, imaginer le futur. Et on peut le faire seul. Et la nuit est souvent propice à ça. Et si on accepte de le faire, ça devient génial. Parce que c'est pas grave de faire quelques heures de brainstorming intérieur où on réfléchit à la vie qu'on veut mener, à ce qu'on a à faire. Et souvent, l'insomnie, c'est parce qu'on est en grand questionnement et qu'il est urgent qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à ce qu'on a à faire. Et comme on ne le fait pas la journée, eh bien, il y a tout un système d'hormones qui fait que dès qu'on s'arrête, il y a des insomniaques du soir, d'autres du milieu de nuit, d'autres du matin, et ça se met à réfléchir.
puis derrière, il y a plein d'émotions refoulées qui disent « Moi, je voudrais être guéri, je voudrais me transformer. » Voilà. Et c'est ça qui est attendu souvent. Là, la transformation est facile à faire et du coup, on pense avec plaisir. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est jubilatoire. C'est pas dire que tout ce qu'on pense va se réaliser, mais on commence à élaborer le monde autrement que sous le prisme d'un réel horrible où on peut rien faire. Non, si le nucléaire nous énerve, on va faire en sorte d'aller dans une association, de partager des informations. On va agir. On va agir, mais à partir non plus d'un endroit qui est névrosé et angoissé, mais d'un endroit où la peur a été transformée, où elle nous permet de poser des actes réfléchis et beaucoup plus conscients. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Tout à l'heure, j'écoutais quelqu'un qui était un faucheur volontaire. Il avait fait un choix extrêmement clair. Il a dit « J'ai signé la charte des faucheurs volontaires. Je suis prêt, si on m'appelle, à aller faucher. Je suis prêt à désobéir. » Et ça, c'est un point fondamental. C'est que quand on accepte qui on est réellement, qu'on est réellement puissant et libre, qui définit la règle? Qui définit la loi et par rapport à quoi on obéit? Par rapport à qui? Et ce faucheur, je l'entendais, il dit « Moi, je suis prêt à aller faucher pour dénoncer ces OGM, pour montrer que c'est pas juste. » Ça sera peut-être un acte insignifiant par rapport à la masse de tous les OGM qui un jour nous viendront peut-être, je ne le souhaite pas, mais il va manifester quelque chose et il accepte tous les risques d'aller en prison, d'avoir un procès. Et ça, c'est pour moi un acte extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il est en conscience, il sait ce qu'il fait. Peut-être je ne sais pas s'il avait des enfants, il n'est sûrement pas le seul, mais quel acte puissant. Alors je ne dis pas qu'on a tous à faire ça, mais c'est ça un être puissant. Il est prêt à vivre quelque chose qu'il habite au plus profond de lui et en assumer les risques. Quand j'ai démarré ma carrière, j'étais à Grenoble et on avait été invité à rencontrer des résistants. Et je ne sais pas si Lucie Aubrac, ça vous dit quelque chose. Et il y avait son mari, Raymond Aubrac, qui était dans un collège de ZEP. Et bon, moi, j'étais allé l'écouter. J'étais jeune prof, c'était pas mes classes, mais j'avais envie d'écouter un résistant. J'en ai rencontré plusieurs. Et il a dit aux élèves de cette classe de ZEP, il y a une chose qui est très importante à faire dans la vie ou à savoir faire, c'est de savoir désobéir. Voilà. À des élèves de ZEP, voilà. Mais au fond, c'était son expérience fondamentale, c'est qu'à quel moment on doit être capable de désobéir, par rapport à quoi. Et ça, ce sont à mon avis des personnes qui ont touché à leur être profond, à qui ils sont réellement. Et ils ont dû dépasser leur peur, ils ont fait avec. Lucie Aubrac, quand elle raconte qu'elle allait par Mons et par Vaux en France et qu'elle avait changé d'identité, qu'elle avait laissé ses enfants je ne sais plus où en France et qu'elle risquait sa vie, comme tous les résistants, elle avait dépassé quelque chose de sa propre peur. Elle vivait avec, mais elle l'avait en quelque sorte transcendée. Elle n'aurait pas eu besoin de mes explications, elle le faisait. Et c'est dans ces moments-là que certains êtres se révèlent extraordinaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut l'être tous par cette connaissance des émotions et de ces processus naturels. Parce qu'à mon avis, les temps sont suffisamment graves pour qu'on y aille tous. On a à faire quelque chose, chacun à notre niveau. Et on peut à la fois penser le monde de manière complexe, ne pas avoir peur de discuter avec son voisin s'il n'est pas d'accord. C'est pas parce qu'on discute avec lui et qu'on lui dit que le nucléaire c'est dangereux et qu'on pense que ça l'est, qu'il va plus nous aimer, puis c'est pas grave, on peut continuer à parler. Je vous donne un exemple comme ça. Assumer qui on est, c'est qu'on n'a pas peur de déplaire, on n'a pas peur de perdre l'amour de l'autre. Parce que c'est pas ça qui nous habite le plus, c'est d'arriver à aller à un endroit de notre être profond qui est juste. Et ça, il n'y a que chacun d'entre vous qui peut sentir ce qui est juste. Ça amène aussi à oser chercher la vérité. Parce que souvent, on pense qu'il y a des vérités et qu'il ne faut pas confronter sa vérité avec celle des autres. Il y en a qui ont rencontré le philosophe Emmanuel Juste Duit, et je m'appuie sur sa pensée, puisqu'il parle de relativisme, l'idée que tout se vaut. Mais tout ne se vaut pas, toutes les idéologies ne se valent pas, il s'agit d'aller les confronter, de pouvoir les critiquer, d'y réfléchir. Et quand on est habité ou animé par un idéal d'écologie, eh bien on pense que prendre soin de la planète, c'est important. Et c'est pas la même chose que penser que le pétrole est illimité ou qu'on va s'en sortir en faisant plein de centrales nucléaires. Et donc, oser parler de ce qu'on a exploré de sa vérité, oser aussi perdre ses vérités ou ce qu'on croit, c'est très important. Et on peut le faire si on est bien chez soi et qu'on n'a pas peur d'être déstabilisé au niveau émotionnel. J'ai rencontré un chercheur quand j'étais prof au lycée à Münster. Je l'avais fait venir, il s'appelle Daniel Favre. Je l'avais appelé parce qu'on avait arrêté de noter les élèves en classe de seconde et puis ça posait plein de questions. Parce que
Ça marchait moyennement selon les classes, les profs, c'était un peu le business. Et j'ai envoyé un mail, je dis voilà, on vient de faire une expérimentation, il me semble que ce que vous expliquez pourrait nous aider parce que il y a des collègues qui sont déstabilisés. Et il m'a permis, et puis à d'autres aussi, de comprendre que très tôt, on peut transformer notre façon de voir le monde. Et ce qu'il expliquait, c'est que naturellement, l'enfant a besoin de sécurité, et donc il a toute une motivation à rechercher la sécurité. Et puis il y a une deuxième façon pour l'enfant d'exister, c'est de chercher le plaisir. Il a une motivation à explorer le monde, à chercher, à être curieux. Et c'est cette motivation-là, qu'il appelle d'innovation, Daniel Favre, qui nous permet à tous d'explorer ce qui justement nous anime au plus profond de nous. Sauf que, dans la plupart des cas, l'école ou l'éducation qu'on a reçue nous coupe de cette motivation d'innovation. On perd cet enthousiasme-là parce qu'on va parasiter notre système de sécurité par un système de punition et de récompense que vous connaissez tous, qui sont justement les notes, et qui ensuite vont prendre d'autres formes, le salaire, je sais pas moi, la peur d'aller en prison, et le faucheur volontaire, par exemple, il avait dépassé cette peur-là. Et ce qui est intéressant, c'est de se rappeler qu'on a au fond de nous cette motivation qui est là, et qui nous anime. Et quand les chercheurs en neurosciences voient des personnes qui sont connectées à cette motivation d'innovation, c'est comme les enfants qui jouent, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de temps, pardon, on peut jouer des heures. Et c'est ce qu'on est venu faire, on est venu suivre nos désirs les plus profonds, pas les désirs consuméristes qui nous poussent à acheter n'importe quoi pour nous calmer, mais vraiment retrouver ce qui nous anime le plus au profond de nous-mêmes, parce que là on rentre en motivation d'innovation et on peut agir pendant des heures. Ça se passe dans le cortex préfrontal, ici, là. Ouais. Et ils ont fait des tests sur les souris, des trucs barbares, où ils ont mis des électrodes, et puis les souris elles appuient sur un bouton, et puis elles s'envoient des décharges ici, alors elles adorent ça, elles appuient sans arrêt, et elles meurent. Parce qu'en fait elles oublient d'aller boire et manger, c'est tellement bon. Voilà. Et vous avez sûrement tous vécu ça, quand on fait quelque chose qui nous passionne, on le fait pendant des heures, et on ne voit pas le temps passer, on n'a plus faim, plus soif. Bon, des fois on s'arrête quand même, mais globalement c'est ça qui fait de nous des êtres humains libres et puissants. Et c'est ça qui peut être retrouvé à chaque fois qu'on explore les émotions dites négatives qui nous bloquent. Parce que derrière l'exploration de ces émotions négatives, on arrive à cet état-là de profondeur qui nous permet d'avancer, donc en étant dans une joie profonde, pas une joie hystérique ou consumériste, avec une centration de ce qu'on veut faire, une réflexion, une clarté, et puis une énergie à le mener. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager et ce que j'ai fait par rapport à cette transformation individuelle et collective, parce que vous voyez que ce sont des phénomènes à la fois qui nous touchent individuellement et qui vont nous toucher collectivement. Parce que quand on est dans des groupes, quand on travaille en groupe, on a souvent des mémoires qui nous réveillent, on trouve que l'autre il n'est pas comme ci ou pas comme ça, alors qu'on a souvent en plus la même envie d'aller au même endroit. Et c'est souvent un rappel. Quand on connaît ces mécanismes, ça permet de s'apaiser, de se calmer, de voir l'essentiel et de discuter avec l'autre de ce qui nous met en difficulté, par exemple. Alors, je vous propose maintenant de répondre à toutes les questions que vous voulez, s'il y en a, je l'espère. Sinon, je peux raconter d'autres choses, mais je voulais un temps de parole. Merci. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez. En fait, moi, j'aurais un désir. Oui. J'aimerais bien savoir, quand vous gérez une séance, vous avez un protocole, un genre de protocole. Peut-être vous pourriez partager ça avec le groupe. Oui. Parce que j'ai demandé avant, est-ce que vous ne pourriez pas faire une démonstration ? Comment ça fonctionne, puisque ça fonctionne individuellement sur chacun. Alors, il y a deux possibilités. Je peux vous décrire comment ça se passe, vous le montrez sur moi, ou s'il y a des personnes qui ont déjà expérimenté, qui ont envie de montrer comment ça se passe. Je vais vous faire sur moi si vous voulez. Bon, le processus est très simple, il suffit de penser à quelque chose vous pouvez même le faire, on peut même le faire ensemble si vous voulez. Vous pouvez expérimenter. Alors pensez à quelque chose de désagréable, mais pas trop. C'est juste pour moi, quoi. Si vous pensez au traumatisme que vous avez vécu, un truc horrible, ça va arriver beaucoup d'émotions. On pense à un truc pas agréable, hein, voilà, qui vous énerve ou qui vous rend triste, juste pas trop fort, quoi. Voilà. Mais sinon, il faudra que je vais m'occuper de vous. Vous viendrez, on fera une séance complète après. Ça peut prendre du temps parce qu'il y a des fois des très grosses charges et ça se régule pas en 5 minutes. Parce qu'une charge, enfin, ce que j'appelle une charge, c'est un souvenir émotionnel, on appelle un autre.
Et puis comme ça, on va de plus en plus profondément dans des souvenirs de plus en plus enfouis. C'est pour ça que je vous dis, pensez à un truc pas trop fort, parce que si ça réveille quelque chose d'énorme, bah, vous allez vous retrouver un peu mal avec ce truc-là, et puis vous allez tout brasser et pas bien. Alors, on va le faire ensemble. Le processus, je vous le décris. Alors, évidemment, c'est plus facile de le faire en fermant les yeux, c'est plus facile de le faire en étant allongé, parce que le corps se détend quand on est allongé. Et je vous décrivais le garçon avec sa peur des chiens. Les tensions, elles étaient dans le bassin. C'est logique, quand on a peur, on va crisper des tas de muscles, dont les psoas, qui sont des gros muscles ici. On crispe ici, on crispe la poitrine, vous voyez tous les muscles, je vous le montre. Donc plus on est allongé, plus c'est facile. Mais après, on peut le faire dans n'importe quelle position, j'ai envie de dire, mais ça ne fait pas les mêmes effets. Donc je vous inviterai à fermer les yeux. Je vous décris comment ça va se passer. Ensuite, c'est justement la partie la plus intéressante. Il s'agit d'aller dans l'être, la partie de vous qui est l'être, le soi supérieur, l'être qui est capable de tout observer ce qui se passe en soi. On a ça, hein, je vous assure, on a un truc qui est capable d'observer ce qui se passe, qui observe ce qu'on pense, qui observe ce qu'on sent dans les émotions et qui observe ce qui se passe dans le corps. Ça, c'est nous. C'est la partie la plus intelligente. On peut s'observer en train de penser n'importe quoi. Puis on peut penser n'importe quoi et l'observer. Et puis aller au bout de la pensée qui dit n'importe quoi. C'est très intéressant à faire. Vous pouvez observer une pensée névrosée. Un classique, c'est ça va pas du tout, une tristesse par exemple. Ouais, j'en ai marre, le monde est pourri, je vais me suicider. Voilà, c'est une pensée névrosée. On la regarde et puis on l'explore. Et derrière, il y a une émotion qui est cachée. Donc on peut faire ça à partir de cet être-là. De nous, alors je le mets là, je sais pas où le mettre. Hein. Ouais, il y a un truc en nous, dans le cerveau, qui est capable d'observer ce qui se passe. Et de le laisser faire. Donc ça va être la deuxième partie. On observe ce qui se passe, les pensées, les sensations. On va les laisser faire autant que possible. On va observer leurs mouvements. Parfois, ça peut être une crispation dans la poitrine, puis ça va se bouger dans la gorge, puis ça va remonter dans les yeux, puis ça va... Des tas de sensations physiques qui vont bouger. C'est une réaction physiologique tout à fait normale. Il ne s'agit de pas paniquer, c'est que l'émotion qui est en train de se réguler. Parce que ça peut générer des crises d'angoisse et entraîner une crise d'angoisse. C'est-à-dire qu'on sent la peur, oh, j'ai peur, ah c'est horrible, j'ai peur. Et on a encore plus peur et ça tourne en rond. Donc il s'agit simplement d'observer les manifestations physiques de l'émotion, puis c'est qu'une émotion, c'est pas grave, ça va se réguler. Et plus on fait l'expérience, plus on voit que ça se régule. Donc vous allez observer ce qui se passe en vous, première étape, et laisser faire, deuxième étape. Donc les laisser faire, ça peut être des mouvements corporels, des sensations, des fois il y a des bras qui bougent, ou rien, juste des sensations qui bougent. Ça dépend de à quoi vous avez pensé au départ. Alors vous y pensez une fois, hein, vous pensez à la chose qui vous déplaît ou qui est désagréable, mais vous alimentez pas sans arrêt. Hein. Sinon le processus ne peut pas se faire. Il faut y penser une fois, on observe, on laisse faire, puis après on vérifie si c'est encore là. Alors normalement quand on va au bout du processus, ça dure des fois pour des personnes c'est 2 secondes, des fois c'est 2 minutes, 10 minutes, ça dépend un peu des personnes, ça dépend des mouvements, et puis ça peut être par vague. Mais systématiquement, la clé de cette exploration intérieure, c'est qu'il y a une détente. On bâille, on se sent mieux, ou on revient, on repense au problème de départ, on le voit avec un regard différent. Ça, c'est la clé. S'il ne s'est rien passé, c'est que ça n'a pas marché. Bon, ben, c'est pas grave, il faut continuer à explorer et comprendre pourquoi ça bloque. Voilà, donc si vous explorez qu'il ne se passe rien, c'est parce que vous avez aussi des mécanismes sains de blocage. On est en public et on n'a pas envie d'aller explorer tout son psychisme devant tout le monde comme ça, sans savoir où on va. Donc gardez-le précieusement, c'est vos mécanismes de sauvegarde. Il ne s'agit pas de les chanter ou de les passer d'un coup. Voilà. Il y en a déjà qui sont en train de bâiller. Voilà, mais c'est bien, continuez. Voilà, je m'assois aussi. Donc je vous montre sur moi. Alors ce qui est intéressant, c'est que je ne joue pas la comédie. Quand je donne des fois des stages chez des gens, il y a des animaux. Et les animaux, quand on fait ça, ils rappliquent. Parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose. Et les chiens, quand ils viennent, il a une émotion. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement paniqués. Et ça, c'est la preuve que on est vraiment on vit un processus profond. Les animaux le sentent. Je ne vais pas faire semblant d'avoir une émotion. Elle est plus ou moins profonde. Et elle est là en tout cas. Je vais la vivre réellement. Alors, il y a 2 solutions. Vous pensez à quelque chose qui est désagréable ou simplement vous tournez vers l'intérieur et on a toujours un paquet d'émotions qui sont en attente. J'ai pas guéri toutes mes névroses, j'en ai encore plein, donc il suffit que je me tourne vers l'intérieur et par l'habitude je sens une émotion qui arrive et je la laisse me traverser, faire ce qu'elle a à faire. C'est juste une question d'habitude et d'entraînement d'observer ce qui se passe en soi. Et là on est tous différents selon ce qu'on a vécu. Alors on peut le faire ensemble et on partage après si vous voulez. Je vous le montre d'abord sur moi, et après je vous guide. Hein. Je sens une peur qui est assez facile.
facile à sentir parce que ça vibre dans la poitrine. Je vais laisser faire. Ceux qui sont devant verront peut-être mieux que ceux qui sont derrière. Voilà, c'est pas spectaculaire. Donc c'est une petite charge de peur. Ceux qui étaient devant ont vu ma respiration, je ne sais pas jusqu'où vous l'avez vu, elle s'est accélérée, parce que c'est la manifestation naturelle de la peur, j'ai rien fait, j'ai laissé la peur faire son truc. C'est ça qui est délicat, c'est laisser faire une respiration bizarre sans alimenter. J'ai simplement observé ce mécanisme-là. Ça a duré quelques instants parce que je ne suis pas allé chercher non plus une de mes grosses charges de mon passé qui n'est pas réglée, vous voyez, un truc un peu soft. Et puis, du coup, vous avez vu tout de suite derrière, je me suis mis à bâiller. C'était le signe de la détente. Et ça, c'est le signe que l'émotion s'est transformée et qui me redonne de la clarté. Et puis, peut-être vous le sentez dans ma voix, je peux être un peu plus calme ou plus apaisé, ça dépend du niveau de profondeur. On le voit dans le regard quand les gens ont transformé une émotion profonde. Le regard change, c'est radical. Vous avez des questions déjà par rapport à ça? Il y en a qui sont partis, voilà. Je vous guide? Chacun à l'intérieur. Oui, alors je vous invite à fermer les yeux. Alors, mes indications ne sont que là pour vous guider, vous avez le droit de désobéir et de ne pas les suivre. C'est juste une possibilité de s'appuyer sur ma voix pour explorer ce qui se passe en vous. Vous avez le droit de fermer les yeux, de les garder ouverts. L'important, c'est que vous sentez que vous descendez dans une partie de vous inconsciente, une zone qui a souffert peut-être, ou un endroit où il y a une peur, ou de la colère, ou de la tristesse. Quelque chose qui est là. Alors ça peut être quelque chose qui est actuel tout de suite, qui vous énerve ou qui vous rend triste. Et dès que vous êtes en contact avec, vous sentez qu'il y a une émotion. Ça se passe plutôt dans la poitrine, la sensation de l'émotion. Et vous basculez en mode d'observation. Vous observez ce qui se passe et, comme un scientifique, vous notez. Vous avez un carnet intérieur et vous notez ce qui se passe. Vous notez tous les événements qui vont se passer dans votre corps. Vous êtes scientifique de votre corps. Vous l'explorez comme si c'était la première fois et que vous découvriez ce qui vit. Ça peut être bloqué, ça peut ne pas respirer, ça peut halter. Ça peut être il peut rien se passer ou des sensations diffuses. Simplement observer ce qui se passe et laisser faire. Laisser faire les mouvements qui peuvent apparaître. Ouais, vous laissez faire et vous observez. Vous observez si ça bouge, ce qui se passe. Est-ce que c'est chaud, c'est froid? Est-ce que ça coince dans un coin? Est-ce que ça se déplace? Est-ce que vous sentez que c'est crispé, tendu ou pas? Ou vous sentez rien? Il ne se passe rien du tout, au contraire il se passe plein de choses. Ça peut être très subtil. Observez tout simplement et notez dans votre carnet intérieur pour le mémoriser, pour fixer votre attention sur ce qui se passe et sur l'observation. Puis il y en a qui commencent à sentir qui baillent, la détente s'est installée, ça a fonctionné pour eux. Ils sont allés au bout de cette petite charge qui était là. Voilà, je vois qu'ils baillent. C'est un signe de détente, vous pouvez simplement vous sentir mieux sans avoir besoin de bailler. Peut-être qu'il ne s'est rien passé du tout, mais c'est pas grave. C'est une expérience. Et l'expérience n'attend pas de résultat. Elle attend que de vérifier, de voir ce qui se passe et de regarder. Évidemment, on voudrait tous être détendus et en parfait état après l'exercice, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager ou poser des questions ou raconter comment ça s'est passé pour eux, qui ont le courage de raconter? Tu veux? Voilà, donc moi j'ai déjà un peu d'expérience avec ce genre de pratique parce que j'ai pratiqué les séances typiques qui sont des techniques analogues. Et en fait, je ne rentrerai pas dans le détail du problème auquel j'ai pensé, mais en fait simplement j'ai pensé à quelque chose qui me préoccupe. Et puis donc il y a d'abord eu des respirations qui se sont accélérées un petit peu des fourmillements à différents endroits, la respiration qui s'est de nouveau calmée.
et puis différentes sensations de circulation plus ou moins désagréables. Et puis à un moment donné, ça s'est estompé, puis il y a des bâillements qui sont arrivés avec une détente derrière, quoi. C'est exactement ce qui a été décrit tout à l'heure, quoi. Personne ? Donc moi personnellement, je travaille sur une peur sur la représaille par rapport à une action que j'allais mener. Et en fait, mon cœur s'est mis à s'accélérer. Bon, je sais pas, je n'étais pas dans les pires. Bon. Oui, voilà. Ouais, ouais. Donc, mais bon, ça me faisait. Voilà, c'était pas. Voilà. Donc, mon cœur s'est mis à s'accélérer. Et puis, j'ai bâillé, mais ça a mis un certain temps avant que les battements de mon cœur se calment à nouveau et redeviennent normaux. Voilà. Là, je re-respire normalement. Je suis comme avant d'avoir pensé à ça. Après, je pense que c'est quelque chose qui reste un petit peu à travailler. Voilà. 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 Ce qu'il y a à bien comprendre, c'est que là, c'est juste une exploration. En réalité, il y a plein de charges qui viennent. Il n'y en a pas qu'une. Un problème, ça ne se résout pas forcément avec un truc. Le coup du chien, c'est facile. C'est un cas d'école. Mais plus le problème est profond et complexe, plus ça va ramener à notre histoire profonde, à des souvenirs très anciens, et puis ça va réveiller des souvenirs traumatiques anciens. Et c'est là où ça demande un temps d'exploration plus long. Et d'avoir le courage d'aller voir à chaque fois jusqu'à temps que ça se régule. Et c'est par ensuite les actions qu'on va poser que ça va pouvoir parfois aider et transformer la situation. Après, j'ai des cas d'école relationnels, par exemple des couples qui se déchirent, qui m'appellent, et puis là, ils connaissent le processus. Et ils sont en train de transférer ou de projeter sur leur partenaire leurs problèmes, et simplement en revenant à eux, en accueillant ce que ça rappelle, l'émotion qui est là, ça régule. Et souvent, ça a un effet sur le partenaire quasi immédiat. C'est-à-dire que le fait de s'être recentré, d'avoir régulé quelque chose chez eux, le partenaire se sent mieux d'un coup. C'est des cas d'école que j'ai trouvés, que j'ai vus avec des gens que j'ai accompagnés. Il y a aussi une exploration, là on l'a fait assis, mais quand on a des grosses tensions, le corps bouge réellement, hein. Ça peut être vraiment des soubresauts, des crispations profondes, comme si le corps revivait des choses absolument incompréhensibles à notre logique, mais qui peuvent être effrayantes au début, mais il peut vraiment se contracter dans tous les sens, se crisper, le visage se crispe. Souvent on a tendance à pas vouloir crisper le visage, puis tout d'un coup on va laisser le visage se crisper, puis c'est toute la nuque, tout le dos, et le corps se met à bouger, et alors tout d'un coup ça s'arrête, et puis alors la détente survient. Par exemple, oui. Et ça, c'est une exploration que vous pouvez faire. Et ça libère les tensions en profondeur, puisque la plupart les tensions, sauf, et encore, j'ai presque envie de dire toutes les tensions, ont souvent des origines psychiques. Il y a un exemple qui est donné par une ethnologue qui va en Amazonie, et puis il s'agit de... ils sont sur une pirogue, il faut remonter des rapides, et puis il y a 2 Italiens avec elle, et puis 2 Indiens de l'Amazonie, et puis c'est difficile, mais les Indiens ils se marrent, ils rigolent, ils se cassent la gueule, et puis ils n'y arrivent pas, mais ils rigolent, ça les fait rire de pousser la pirogue dans les rapides, et ils arrivent en haut, ils sont pas fatigués, ils se sont marrés, quoi, c'était rigolo. Ils sont tombés dans l'eau, et les 2 Italiens ils étaient énervés parce que ça marchait pas comme il fallait, que la pirogue on n'arrivait pas, ils sont épuisés. Donc on sait bien que l'état d'esprit avec lequel on fait nos activités va nous influencer. Donc eux ils étaient pleins de tension, parce qu'ils ont passé leur temps à refouler leurs émotions ou à essayer de les évacuer en criant, mais c'est pas ça qu'il s'agissait, hein. Voilà. Et donc les tensions qu'on peut avoir dans la nuque, dans le dos, dans les yeux, partout dans le corps, et la plupart des maladies ont une origine psychique. Pas que, hein, évidemment, avec tous les produits chimiques qu'on peut ingurgiter, ou de la radioactivité, ça aggrave le cas des humains pour être malades, mais globalement, c'est un moyen de retrouver une santé optimale. D'autant plus optimale que souvent, la maladie nous indique que ce qu'on fait n'a pas de sens, dans bien des cas. Les gens qui sont passés par des maladies graves sont transformés, parce que ça les amène à réfléchir à ce qu'ils font dans leur existence, et souvent ils relativisent totalement ce qu'ils faisaient avant et après les maladies graves, quand ils en réchappent. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Moi, je voudrais juste parler de mon expérience parce que
j'avais suivi une séance chez un thérapeute qui faisait les pratiques de Tipeee, ça s'appelle, c'est-à-dire qui pratiquait ce genre de thérapie. Et c'est la première fois, c'était il y a 1 mois et demi. Et en fait, la conséquence sur mon corps avait été très étonnante, c'est que j'avais parlé d'une peur qui m'habitait depuis quelques années. Et je savais pas trop comment m'en débarrasser. Et en fait, lui, il m'a tout simplement dit, bon, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Et il m'a demandé de fermer les yeux, donc c'est exactement ce que vous avez demandé de faire. Et à la fin, quand il me demandait de faire encore la pratique 2 ou 3 fois, et après je me mettais à rire, et j'avais même un fou rire, en pleurer aux larmes, et même trouvé que c'était complètement absurde d'avoir peur de ça. Et je me disais, ah ouais, ça y est, c'est parti, et c'était comme ça. Après, je dis pas que... c'est-à-dire que c'est le côté marketing de ce que je propose ou de ce que propose Tipeee, c'est-à-dire que ça donne des guérisons ou des transformations spectaculaires. Mais là, j'ai plus insisté moi sur une transformation profonde parce que c'est sur la durée, j'observe qu'il faut aller explorer en profondeur. C'est facile pour des personnes, je pense à un dernier stage où tu étais là, Marjorie, il y a une jeune femme qui, pareil, elle a transformé une émotion, derrière elle hurlait de joie, elle rigolait, c'était le cas d'école, quoi. Le truc, pouf, on appuie de transformation, elle riait dans un état ça paraît magique. Pour moi, ce sont des émotions superficielles, les faciles d'accès. Alors c'est pratique parce qu'on s'en libère, c'est réglé. Après, pour moi, l'enjeu, c'est de descendre de plus en plus profondément dans celles qui nous ont névrosés ou impactés à des niveaux profonds de l'être. Et c'est là où il y a une exploration. Et là, l'exploration, elle se mène seule avec soi. Enfin, on peut le faire avec un thérapeute, mais c'est un travail quotidien, j'ai envie de dire. Et c'est là où j'invite à s'arrêter, à faire la sieste, à observer ce qui se passe, à le laisser faire. Et il y a des moments, il y a des zones de blocage. Et les zones de blocage sont pas explorées, par exemple, chez Tipeee. C'est des copains, donc je les ai tous, j'en ai rencontré plein, et c'est eux qui m'ont confirmé qu'il y avait un processus naturel. Mais il y a une exploration à faire. Moi, c'est ce que j'amène avec l'écologie intérieure, c'est cette nécessité, à mon sens, si on veut se transformer collectivement, d'oser faire cette exploration. Parce qu'il y a des zones d'inconscience. Et quand on y touche dans l'exploration, c'est pas rigolo. Parce qu'on ne sait plus trop où on en est, on peut être paumé. Et explorer des zones d'inconscience, ça veut dire qu'il y a une espèce de zone où on ne pense pas, on ne sait plus trop où on en est. Et là, c'est des zones, des charges émotionnelles, qui viennent de moments de l'enfance très anciens. Les travaux de Arthur Janov, qui a inventé ce qu'il appelle le cri primal, sont exemplaires. Parce qu'il a montré qu'on pouvait défaire justement ces névroses. Alors lui, il poussait les gens dans des séminaires très intenses, à crier, à hurler, mais il arrivait à des résultats par cette exploration-là assez extraordinaires. Bon, ça a été souvent dévié dans l'idée qu'il faut hurler et crier, chez beaucoup de thérapeutes qui ont repris les théories du cri primal, mais en réalité, c'est pas ça qu'il faisait, c'est beaucoup plus subtil. Et quand on explore son psychisme, on tombe sur des zones pas évidentes. Donc au début, on va toucher aux structures faciles d'accès, la peur du chien, facile, ou ce que vous avez trouvé, c'est tant mieux, on peut continuer, parce que c'est des grosses charges, et après, il s'agit d'aller explorer, pour moi, ce qui empêche l'être de naître. Parce que si on a des actions à mener qui sont de grande ampleur, elles sont toutes de grande ampleur. On a tous des désirs profonds assez extraordinaires à mener. Mais on nous a dit que c'était pas possible, qu'on pouvait pas, que c'était impossible. Mais si, c'est possible, on est là pour ça. Et c'est parce qu'on n'y croit pas ou qu'on a peur qu'on a cette nécessité d'aller explorer pour les libérer. Là, c'est plus long. Alors après, ça dépend des personnes. On est plus ou moins chargé. Bon, moi, je crois que je suis assez chargé, donc je suis devenu un peu un spécialiste des trucs bien coincés pour aider ceux qui le sont. Sinon, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu avant pour pouvoir accompagner. Ceux qui sont pas trop chargés, ça va plus vite et ils peuvent faire autre chose. C'est pas leur boulot, c'est pas ça qu'ils ont à faire, quoi. Mais c'est un outil fabuleux et les gens que je croise qui ont compris le processus et qui le mettent en œuvre au quotidien, c'est des transformations absolument incroyables. Les gens, je les revois, mais c'est souvent phénoménal. Alors c'est phénoménal intérieurement. C'est-à-dire que ils ont pas. Je mesure pas leur changement à la réussite de leur compte en banque. C'est pas. La réussite, pour moi, elle se mesure pas à la grosseur de sa voiture ou à la taille de sa maison. Pour moi, je suis pas dans ce dogme matérialiste qui dit qu'on réussit sa vie parce qu'on a réussi à avoir une grosse voiture, etc. Ce sont des outils, j'ai envie de dire. Une maison, une voiture, c'est des outils pour réaliser quelque chose qui souvent nous dépasse.
Mais effectivement, plus les gens explorent et font, c'est incroyable. Et quand ils le font dans leur couple, dans leur travail, alors c'est marrant parce qu'ils racontent comment ils font. Il y en a dans leur travail, c'est insupportable. Alors ils partent aux toilettes, je crois qu'ils font le truc, ou ils le font le soir chez eux, et puis ça les recentre. Ils repartent, ils vont rediscuter, et ils assument. Quoi. Et ils assument quelque chose de leur être, et ils fuient pas, ou des fois ils quittent leur travail si c'est insupportable. Ça dépend de ce qu'on vit et de où on veut aller. J'ai pas de règles par rapport à ça. Je vous rappelle, on a le droit de fuir, d'attaquer, ou de ne rien faire. C'est nos 3 programmes de base. Mais l'important, c'est d'être bien quand on le fait, que ça ait du sens. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé, parce que c'est ce que j'observe. Alors, quand je le dis, je ne veux pas passer pour un vendeur de trucs... comment dire, ouais, un charlatan qui vendrait des trucs miracles, parce que c'est plus compliqué que ça. Ça peut, mais pas toujours. Et je ne suis pas là pour vous dire que ça va forcément créer un bien-être extraordinaire dans votre vie et que tout va être résolu. Je suis plutôt en train de vous dire non, vous allez peut-être faire des choses que vous n'attendiez pas à faire, mais que vous avez vraiment envie de faire, et qui ne sont peut-être pas faciles à faire en y pensant maintenant. Mais c'est ça que les humains ont envie de faire. On n'a pas forcément envie de vivre la facilité et recevoir les récompenses d'autorités qui nous récompensent justement pour qu'on continue parfois à faire des choses inutiles. C'est plus subtil l'humain que juste vouloir avoir une grosse voiture ou des choses comme ça. Bonjour, je voulais juste savoir si vous avez déjà aidé des gens qui étaient atteints de maladies auto-immunes. Non. Mais j'en ai. Dans un des stages, il y avait une personne qui venait, et je suis resté en contact avec elle. Elle avait une maladie auto-immune. Pour moi, ce sont des gens qui explorent, qui sont des explorateurs. J'ai rencontré plein de gens qui avaient guéri de maladies, de cancer, sans passer par la médecine classique, chimiothérapie, ou avec un tout petit peu. Certains qui ont guéri de cancer sans chimio. Il y a toujours un processus de transformation très profond, avec des appuis de médecine naturelle et de toute façon un travail thérapeutique. La plupart il y a une transformation. Il y a le cas d'Anita Morjani qui par exemple avait un cancer qui était en train de mourir et qui a vraiment vécu un épisode absolument incroyable, quasiment de NDE, et qui l'a ramené et elle a guéri dans les mois qui ont suivi à la grande stupeur des médecins. Mais j'ai rencontré d'autres personnes comme ça. Donc j'ai vu une personne qui avait une maladie auto-immune, elle était en train de chercher. C'est leur vie qui est en jeu, donc moi je peux pas, je les accompagne avec mes outils. Eux, ils testent, ils cherchent, les thérapeutes, et les moyens d'arriver à comprendre qu'est-ce qui fait que ça s'est mis en route. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont malades? Est-ce que c'est parce qu'il y a une intoxication à des métaux lourds? Est-ce que c'est parce qu'il y a des charges du passé très anciennes qui remontent? Est-ce qu'il faudrait aller explorer des vies antérieures? Moi, je ne sais pas. Il y a tellement de facteurs. Qu'est-ce qui va faire que quand on voit le cas d'Anita Morjani, c'est incroyable comme guérison. Puis j'en connais d'autres qui ne sont pas connus. J'en ai rencontré au moins 3 qui ont guéri de cancer. Et certains ont fait des livres, d'autres n'en témoignent pas et simplement sont vivants et c'est leur témoignage. Donc moi je pense que c'est un outil qui peut que les aider. Et donc je crois que je reste en contact avec une personne à laquelle je pense pour qu'elle me raconte ce qu'elle fait, parce que c'est elle qui va me dire ce qui marche. J'en connais qui ont guéri en allant voir un magnétiseur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça mériterait d'être exploré. Voilà. Les mécanismes psychiques et de santé sont complexes. Je pense que j'ai une vue d'ensemble qui est intéressante parce qu'on sait maintenant à quel point le psychique joue sur la maladie, mais c'est compliqué. Quel est le traumatisme? À quelle époque? De quel âge? Et comment le retrouver? Alors être sûr de l'avoir libéré, c'est un vrai chemin pour la personne. J'aimerais pouvoir dire que ça va guérir d'un coup, mais ça serait pas honnête de ma part. Par contre, l'outil peut aider à approfondir. Voilà. Alors, je vais revenir sur l'exercice. Donc je suis matériellement constitué très majoritairement de flotte, mais mentalement je suis majoritairement constitué de peur. Donc j'ai travaillé sur cette émotion-là, ce qui m'arrive souvent. Donc en l'occurrence, je prends une émotion pas trop lourde, et quand je travaille, donc je le sens dans le ventre, je le sens remonter, ça remonte vers le cou, ça prend beaucoup de temps à cet endroit-là, et ça se coince ici. Ouais. Il décrit la gorge, hein. Ça part du ventre, ouais, et ça monte jusqu'à la gorge. Voilà, je suis pas assez fort en anatomie pour utiliser les bons mots. Quand ça se coince derrière le menton, on va dire. Et alors à ce moment-là, il faudrait que je me dise, voilà, c'est juste une émotion. Moi, ma technique pour l'évacuer, c'est la respiration diaphragmatique, ou alors de me dire que, comme je travaille sur la peur, que cette peur n'est pas imminente.
Mais ça ne résout aucun problème de faire ça. C'est de la fuite, c'est voilà. Donc voilà. Donc toi, tu dis qu'il faut passer par le cortex préfrontal, qui est une super machine pour permettre de prendre du recul. Moi, je trouve, en tout cas dans mon cas, qui est tendance à énormément intellectualiser, qui pense que toute ma peur est exclusivement, quasiment, en tout cas catalysée par mon cortex préfrontal, je pense que pour moi c'est le problème. Donc passer par le problème pour résoudre le problème, en l'occurrence, je n'y arrive pas. Et c'est parce que derrière le... Oui, c'est à un moment donné, c'est aller au bout de la peur, si tu veux, par petites étapes. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Alors, par quel morceau prendre la question? Tu veux, il y a un endroit... Oh, je le tutoie parce qu'on se connaît. Hein. Je ne tutoie pas tout le monde, mais presque. Il y a un endroit où... la peur n'a pas une racine dans le cortex préfrontal. Tu sais pas d'où elle vient, de quel moment de ton enfance, à quel moment de l'allaitement t'as pas été allaité ou ta naissance était difficile. Et ouais, c'est ça. Et c'est simplement cet endroit de lâcher prise qui fait que le corps va lâcher, que la tension va se transformer comme un espèce de cri qui va arriver. C'était ça la théorie de Janov. C'est pas, il faut crier. C'est qu'il observait que les gens qui revivaient à fond leurs émotions, à un moment donné, se mettaient à hurler. Ils revivaient le cri de la naissance. Mais ce n'était pas un cri qui était forcé, il revivait quelque chose. Et là, tu peux en conscience aller jusqu'au bout de ce processus-là. Toute la difficulté, c'est d'aller de plus en plus loin pour retrouver l'origine de la peur. La peur, elle est activée par les situations du présent qui te font peur, qui sont certainement réelles, mais elles sont transformées, filtrées. Et plus tu descends dans le lâcher-prise du corps, plus tu vas avoir un ressenti plus agréable. Mais c'est peut-être très très profond, il faudra peut-être plein de fois pour aller jusqu'au bout du lâcher-prise. Parce que le problème est plus de lâcher-prise, de laisser le corps vivre son cri, son mouvement, la crispation. Tu vas accepter que ça tire, voilà, puis ça va lâcher un peu. Et puis la fois suivante, un peu plus. Et puis à un moment donné, ça sera complètement détendu, puis ça répétera ailleurs. C'est pour ça que c'est une exploration. Et que c'est à la fois miraculeux, mais ça demande d'explorer. On a quelque chose à faire, nous, en tant qu'être humain, quoi. C'est pas que c'est difficile, c'est à faire, c'est tout. Si on s'en occupe pas, ça se fait pas. Et personne d'autre peut le faire à ta place, en l'occurrence. Voilà. C'est-à-dire que l'intellectualiser, c'est observer ce qui se passe et observer que tu peux pas laisser faire. Simplement, tiens, je laisse pas faire, c'est pas grave. Faire le constat, comme une expérience. On fait une expérience, il n'y a pas d'erreur, il y a juste on fait un constat, tiens, là, j'ai pas lâché prise, c'est resté coincé, j'ai intellectualisé le truc. Ok, j'y retourne, je continue. Je bloque. C'est pas grave, observe le blocage. C'est ce que je fais souvent quand on a cette habitude de contrôler. Hein, on est habitué à avoir des fonctionnements. Moi, je suis habitué à contrôler, donc je connais bien. Je vois quand elle racontait comment elle l'a vécu, les femmes que j'ai pu accompagner, c'est plus facile chez les femmes de laisser venir. C'est plus féminin, c'est plus dans les habitudes, dans la culture. Pas toujours dans les. Voilà. Puis alors, du coup, ça vient, je le vois, qu'est-ce que c'est facile. Voilà. Puis moi, je suis plus comme toi. Je vais passer des heures à explorer un blocage pour défaire un tout petit peu. Du coup, je suis devenu spécialiste des blocages. Tu vois. Et du coup, du déblocage. Mais ça demande un temps d'exploration. Quand je pense aux jeunes garçons qui étaient musiciens, j'accompagnais tout un groupe, on a passé un long moment à explorer le blocage. Pour qui s'entraîne à explorer son blocage et à apprendre à oser laisser faire. Il l'a fait tout seul la nuit. Il a dû passer un moment, puis toc, il y a une connexion qui s'est faite, le lâcher prise s'est fait. Et il y a des émotions sur lesquelles c'est plus facile que d'autres. Les émotions où on lâche prise plus facilement, puis d'autres, elles nous sont tellement habituelles qu'on ne se rend pas compte. Donc on explore le blocage. Et on le fait quand on est détendu, je sais pas, le matin, à la sieste. Et les blocages remontent quand on s'y attend pas, hein, ou quand on se repose, quoi, en gros. Hein. Ou quand on est suractif et qu'on est en conflit avec les autres, par exemple. Oui, moi, ce qui m'a dérangé, c'était ce que j'ai ressenti, c'est la culpabilité. Ah, ça, c'est une belle émotion. Un beau mélange. C'est ça, c'est considéré comme une émotion. C'est un mélange, souvent, la culpabilité. C'est des mélanges émotionnels, parce que là, je vous l'ai fait simple en vous disant peur, colère, tristesse, mais souvent, il y a des mélanges. Et la culpabilité, c'est un beau mélange qui doit venir d'un souvenir bien traumatique que vous avez eu. Là, il faut explorer le mélange. Donc je pars de la culpabilité. Oui. Donc, parce que j'ai pas trouvé l'émotion. En fait. C'est une émotion, en fait. Ah, d'accord. Mais l'émotion qui est un mélange de peur et de colère, ou de peur et de tristesse, ou les trois, des fois. Ah, ok. Ouais. Et ça s'explore de la même manière que ce que Alexis décrivait. Oui, mais moi je comprends bien ce que veut dire Adam, c'est-à-dire que déjà d'arriver à mettre un mot sur son émotion, c'est déjà un gros pas. Et on a déjà accompli beaucoup de choses. Donc moi je pense qu'il y a plutôt souvent en premier des malaises ou quelque chose quand on sent un moment où pour une raison X ou Y, il y a des larmes ou de la colère, etc.
Le premier travail, c'est d'essayer d'être à l'intérieur pour essayer de comprendre pourquoi. Et une fois qu'on a déjà fait identifier la peur, on est déjà en chemin. Ouais, voilà. Tout à fait. Bah, c'est ça l'idée de l'écologie intérieure, c'est d'explorer. Voilà, mais l'accueil, là, par exemple, là, ça bloqué sur l'accueil. Ça dépend de chacun. Il y en a pour qui c'est conscientiser, sentir les émotions, c'est ça qui va être le plus longtemps. De sentir qu'on a des émotions, puisqu'on ne nous l'a pas appris souvent. Ça dépend des familles, des cultures. Puis il y a des émotions qui sont tolérées dans certaines cultures, interdites dans d'autres. Donc, oui. Oui, j'avais une petite question. Déjà, par rapport à l'expérience que je viens de faire, moi, j'ai expérimenté une angoisse que j'ai eue à un moment donné devant un bloc opératoire il y a 3 ans. Et ça m'a renvoyé à une intervention chirurgicale que j'ai eue à l'âge de 7 ans. Ça fait paf. Ça marche comme ça. Ouais. C'est exactement ça. Et je voulais vous demander si dans le travail, le cheminement qui est fait, à un moment donné, il y a une exploration vers le transgénérationnel. Est-ce que vous allez sur ce plan-là ou Alors pas? oui, oui. Oui. J'ai tendance à avoir une approche, je pense, scientifique, c'est-à-dire que j'explore ce qui se passe et la plupart du temps, j'ai d'autres outils et avec d'autres outils, parfois le blocage remonte à... c'est pas que c'est à la génération d'avant, mais on sent que c'est pas magique, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose et ça a généré un état particulier de la maman, par exemple du papa, qui fait que et ainsi de suite. Et souvent, c'est un autre outil que j'utilise où on va remonter dans la généalogie pour transformer l'ancêtre qui a eu le blocage et voir ce que ça change. Voilà. Mais pour moi, ce sont des réels questionnements. Par exemple, c'est la question des vies antérieures. J'ai étudié le sujet vraiment avec tout ce que j'ai pu trouver sur la littérature. C'est des questionnements. Moi, je préfère poser la question sans être sûr de la réponse, mais au moins poser la question. Donc sur le transgénérationnel, oui, mais ça ne marche pas forcément directement quand on fait ça. Là, j'ai observé que sur les émotions, c'est plutôt des blocages qui sont liés à notre propre vie. Et souvent, parfois, il n'y a même pas de mots. Là, l'exemple que vous avez donné est exemplaire parce que c'est souvent comme ça marche par paquet. Il y a un traumatisme, c'est ce que je disais au départ. On a un traumatisme, on a peur parce qu'on vit une situation qui en rappelle une du passé. Là, c'était très clair. Et ce qui est difficile souvent, c'est de retrouver l'origine. Donc, dans mon accompagnement, il y a parfois des personnes qui savent qu'elles ont vécu un traumatisme, mais il y a un blanc. Il y a une amnésie. Et là, toute la difficulté, c'est pas de retrouver. En fait, c'est que le souvenir en état d'hypnose, on le retrouve facilement à la condition que la personne soit prête à aller le voir et qu'elle n'ait pas peur de recevoir l'émotion. Parce que les états d'hypnose, c'est somme toute assez facile à mener. Mais le blocage, c'est la peur de retrouver le souvenir qui est refoulé. On a plus peur, c'est ce que tu disais, de ressentir des émotions parce qu'on nous a appris que c'est dangereux, parce qu'on a peur d'être identifié. Les hommes, on va plus avoir peur de se mettre en colère et de casser la gueule à tout le monde, c'est plus masculin. Voilà. Et les femmes, c'est plutôt de pleurer, oui, c'est ça. Pleurer pendant des jours pour certaines. Voilà. Mais je peux plus, je vais faire que pleurer. Voilà, c'est plus féminin. Mais c'est culturel, hein. C'est comme ça qu'on a été éduqué petit, et donc du coup, on le porte, quoi. Oui, c'est des conditionnements. Et donc on a un rapport aux émotions sociétales qui est intéressant, puisqu'il y a souvent, ce que je vous propose va un peu à l'encontre, et je le dis volontairement, de ce qui est proposé d'être positif. D'abord accueillir ce qui se passe en soi, ensuite on est naturellement positif, on fait ce qu'on aime. Mais avant de faire ce qu'on aime, qu'est-ce qui se passe en nous ? Il ne s'agit pas de se dire je vais être positif aujourd'hui, on peut, mais ça a des effets, mais souvent l'inconscient vient remonter de toute façon. Il s'agit d'accueillir ce qui est en nous, d'explorer, et puis ça ira bien. C'est l'écologie intérieure ou cette exploration intérieure, c'est comme l'écologie extérieure. Il y a des règles, il y a un fonctionnement de la nature, connaissons-la, utilisons-la, respectons-la. Mais si on décide de passer en force, ça ne marche pas. On le voit bien avec l'agriculture traditionnelle ou tout ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Si encore des questions, oui. Oui, moi j'ai plutôt une tendance à justement être très expressive, donc je ne bloque pas les émotions dans ma vie quotidienne. Ce qui m'apporte parfois des gros désagréments, genre la tristesse ou les pleurs arrivent très rapidement et je ne sais pas maîtriser ça. C'est quelque chose qui est là et puis après les gens en face de moi doivent faire avec. Et donc je trouve que c'est un peu handicapant socialement.
Et je me dis en même temps, c'est de l'expression de l'émotion, mais je ne sais pas quoi en faire parce que c'est un peu... voilà. Et sur le moment, j'ai déjà tenté d'essayer de soit même, oui, voilà, aller aux toilettes, revenir. Cette émotion-là, je sens qu'elle doit être évacuée, et donc c'est pas la freiner. Ce qui est intéressant, c'est les mots que vous utilisez, c'est elle doit être évacuée. Plus on veut se débarrasser d'une émotion, plus elle nous habite et moins on arrive à s'en débarrasser en réalité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment d'abord l'accepter, mais pas se laisser emporter par elle. C'est toute cette histoire de la conscience, le néocortex, je ne sais pas où c'est dans le cerveau, mais cette conscience de soi qui observe ce qui se passe, et de faire le choix délibéré de l'accepter, mais pas de s'adonner à elle. On pourrait s'adonner à elle, mais on va aller dans un épuisement, parce qu'en réalité, le processus est très rapide. Alors, il est rapide, on l'a vu sur des petites charges, tout dépend de la quantité d'émotions refoulées qu'il y a derrière. Mais ça se fait par vague, normalement. Voilà. Et plus on est prêt à accepter la charge, l'émotion refoulée, mais à l'observer, mieux ça marche. Dans ce que vous dites, c'est accepter et observer qui compte. Là, c'est l'observation, c'est l'inverse. On travaille ensemble. Je m'observe dans ces situations-là. Oui. Donc je vois très bien où j'en suis, mais je suis dans l'incapacité de revenir dans un état de, de paisibilité. Voilà, dans l'accompagnement que je propose, dans ces cas-là, en séance individuelle ou en groupe, c'est de revenir au ressenti corporel. C'est-à-dire que je donne l'appui de la voix, observe ce qui se passe, sens ce qui se passe. C'est comme s'il fallait redévelopper cette conscience témoin qui observe ce qui se passe dans le corps. C'est toute la difficulté. Alexis, comme plutôt moi, on a besoin d'apprendre le lâcher-prise. Et donc là, dans ce que vous dites, c'est apprendre à observer en conscience témoin, sans s'adonner à l'émotion. Ça ne veut pas dire ne pas l'exprimer, au contraire, ça veut dire la vivre, mais pas avec emporté par elle. C'est l'observer avec les sensations. Donc dans ces cas-là, pardon, je termine juste, c'est de noter, avoir un carnet intérieur, de noter ce que ça fait. Alors ça me fait ça, et puis là je sens ça, et ça me serre la gorge, et ça pique les yeux. Voilà. Le souci là, c'est que par exemple, donc je pourrais avoir la tristesse, mais je peux avoir aussi des tremblements du corps. Oui. Je suis en réunion d'équipe, il y a une valeur qui est un peu... qui est amené, qui ne correspond pas avec ce que je ressens, qui ne me correspond pas, et donc je commence à avoir un tremblement du corps, et je ne sais pas quoi faire avec ce tremblement du corps, qui me déstabilise et qui me... Oui, c'est comme quand on devient tout rouge et quand on veut parler en public. Il y a deux pistes. Soit vous avez la possibilité d'arriver à assumer que ça tremble et que c'est pas grave, et l'émotion est là, on est en colère, on est triste, et on parle avec. On reste conscient, on a une émotion, la voix va se teinter, on est crispé, ça fait partie de l'humain. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être ce qu'on est et de faire ce qu'on a à faire du mieux qu'on peut. Et on va parler avec cette émotion. À partir de l'émotion, on ne va pas la nier. Et on va s'en servir comme un point d'appui. Et on va faire quelque chose avec. Ça, c'est la première piste. Il y a des situations d'urgence où on a une nécessité. Moi, ça m'est arrivé dans des situations pas très rigolote, où j'étais à la fois entre l'envie de tuer la personne qui m'avait arnaqué en achetant ma bagnole et l'envie de me suicider. Je faisais le va-et-vient et je voulais récupérer l'argent que j'avais donné sur un achat pourri. Et dans ces cas-là, j'avais des émotions qui me débordaient de tous les côtés parce que ça me rappelait, je sais pas quel souvenir du passé. J'avais pas le temps de m'allonger ou de transmuter mes trucs, machin. Non, il fallait que j'y aille, que je lui parle. Donc là, c'est la conscience témoin, simplement se centrer dans cet endroit-là de l'être, souvent dans la poitrine, et assumer que c'est pas grave, la voix elle va être bizarre. Et c'est ce que je propose dans certains de mes stages, c'est de descendre à cet endroit-là, et là on peut parler à partir de là. Mais on va dire des trucs bizarres, hein. Ça donne des résultats étonnants. C'est bizarre en apparence, en fait c'est très juste à l'arrivée. Mais ça c'est une expérience vibratoire intérieure. Donc ça c'est un moyen, ça c'est le premier, d'assumer de parler avec de l'émotion. Parce que souvent à l'école on nous a dit que c'était pas bien de parler avec l'émotion, oui. Voilà, c'est bravo. Ça, c'est la première chose. Au moins, on reste là. La deuxième, c'est fuir. On peut dire, écoutez, il faut que je sorte, mais là, il faut aller faire le truc aux toilettes ou à un endroit si c'est trop fort. Et puis, l'autre solution, c'est a posteriori. C'est revenir sur ce qui s'est passé et replonger dans le souvenir et accueillir vraiment là tout le tremblement. Et là, on va faire ce qui vous est arrivé. Je sais plus, c'était vous avec le souvenir de... Non. Oui, c'était vous, hein. Voilà, on va revenir à des souvenirs de l'enfance qui ont été traumatiques et qui ont créé ça, et le tremblement n'avait pas été au bout. C'est qu'il y a un tremblement très ancien qui n'a pas été au bout. Voilà. Et là, il va se réguler, et une fois qu'il sera transformé, ça n'arrivera plus. Ou pas de la même manière. Donc on peut faire a posteriori et explorer autant qu'on veut. On peut faire le numéro 1, donc partir de l'endroit qui ne va pas,
Et puis après, le numéro 3, retravailler a posteriori. Hein, on peut faire les deux. Oui, voilà. Merci. Juste encore pour préciser, ça veut dire qu'automatiquement, on va revivre les choses traumatiques, on va remonter, et il faut que le souvenir rejaillisse. Pas forcément. D'accord. Allô, oui, pas forcément. Il y a des souvenirs qui reviennent, des fois non, ça dépend. Ça dépend de ce qui a été refoulé. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on a envie de savoir, on peut sentir. L'émotion ressentie permet de trouver. Il suffit mentalement de se dire d'où est-ce que ça vient. Et souvent, on a la réponse. Mais il y a des personnes pour qui il y a une grosse charge, tout ça se bouge, tout ça, et on ne sait pas d'où ça vient. Et on arrive quand même à le transmuter, oui. même si on ne se remémore pas l'événement initial. Oui. Parce que c'est ce que montrait Janov. Il y a des traumatismes, je ne sais pas, moi, dans la gestation, s'il y a eu un accident ou que l'enfant n'était pas désiré, ça impacte énormément un fœtus. Tout le cerveau ne va pas se sentir désiré. Vous imaginez ce qu'on vit après en tant qu'adulte? On n'a pas été désiré. Et il n'y a pas forcément le souvenir, il y a une sensation désagréable. On peut savoir que notre mère ne nous désirait pas, mais le corps, lui, il l'a senti. Et si on ne le sait pas, parce que notre mère ne nous l'a pas dit, on va le ressentir, sans avoir l'origine. Ça peut être très physique. Je dis, il y a des tensions, on ne sait pas ce que c'est. Ça bouge, ça tremble, et on n'a pas forcément l'origine. Et à la limite, c'est pas grave. Oui. Si on n'arrive pas à arriver au bout du processus, est-ce que on peut rester mal avec... Vous voyez, quand c'est quelque chose qui est trop dur. En fait, on est dans l'état qu'on avait avant, dont on n'avait pas conscience. On ne peut pas être pire, mais... Oui, non. Simplement, on a conscience qu'on n'est pas bien, et avant, on n'en avait pas conscience. Donc on dit, bon, il faudra que je m'en occupe plus tard. Moi, ça m'arrive de temps en temps, je sens que je suis pas bien, que je retrouve des états pas agréables. Donc je sens que j'ai un gros paquet émotionnel. Je suis occupé, je sais pas, j'ai mes enfants, il faut gérer, il faut aller à l'école, il faut faire les trucs, machin, tout le quotidien. Je sais que j'aurais besoin de m'arrêter, je peux pas. Bon, je suis avec mon espèce de paquet pas bien. J'essaie de faire en sorte. Donc là, je refoule consciemment. Je dis bon, je vais pas emmerder tout le monde avec mon truc. Je garde pour moi. Je me sens bien crispé le soir. Et là, j'essaie de m'en occuper. Au bout de 3-4 jours, je vais tomber malade, là, par exemple. Voilà. Ce que j'ai pas évoqué, c'est que le fait aussi, j'y pense maintenant, mais le fait de s'occuper des émotions, ça va aussi nous enlever tous les problèmes alimentaires. Hein. Ça ouvre la conscience sur les questions alimentaires, puisqu'on va pouvoir ne plus avoir... Il y a des tas de besoins alimentaires qui vont tomber. On va pouvoir explorer son alimentation et passer à une alimentation plus consciente, ça veut dire arrêter de manger tous les trucs qui nous servaient à rien et qui polluent la planète, qui nous rendent malades. On peut progressivement les enlever. Ça allège. Parce qu'on sent que chaque fois qu'on mange, c'était un point que je voulais aborder, mais je le fais maintenant. Voilà, c'est chaque fois qu'on mange, souvent on mange des souvenirs. Et on se calme. Et ça nous rassure. Je l'ai dit au début, mais le fait de transmuter, souvent, ça allège. Et on va aller vers des aliments beaucoup plus simples, avec beaucoup moins de besoins, de trucs compliqués. Parce qu'on va sentir qu'à chaque fois, on est plus conscient. Donc on va être conscient qu'on mange tel aliment parce qu'on a envie de se calmer. On a le droit de le faire ou pas. On fait ce qu'on a envie. Mais si on le fait, on est conscient et on va voir ce que ça fait sur le corps. Et on dit, ça fait ça, quand je mange plein de gâteaux, après je suis lourd, je pense moins bien, ou c'est dur à digérer. Donc la fois suivante, le comportement va changer. On dit, peut-être que je vais en manger qu'un ou en manger 10 parce que ça ne servait à rien. Voilà. Ou peut-être que j'ai besoin d'explorer l'émotion que j'essaie de cacher en mangeant plein de chocolat, par exemple. Le chocolat, c'est très bon, hein, mais c'est toujours une question de dose, quoi. Est-ce qu'il faut manger 10 tablettes ou une seule suffit, quoi? Ou un carreau? Ou pas? Encore une ou deux questions? C'est bon, là? Une dernière question? Merci. Merci Marjorie. Monsieur Jean-Guillaume Bellier. Merci à vous. La foire, elle vous offre encore bien sûr à manger, un concert, un théâtre. Donc à la revoyure, régalez-vous et merci pour ces voyages parce qu'on était 70, on a fait 70 voyages. Merci. Bonne soirée.